Lorsque le millionnaire était sur le point de dire oui à son mariage, un petit garçon est entré dans l'église avec une cassette et a demandé à tout le monde d'arrêter le mariage. Lorsque l'enregistrement a commencé, tous les invités étaient terrifiés. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi baignait les rues animées de Floride tandis que Richard Coleman traversait le hall de son hôtel le plus luxueux. Ses pas pressés résonnaient sur le sol en marbre, reflétant l'urgence qui le consumait à ce moment-là. À 55 ans, avec des cheveux gris soigneusement peignés et un costume impeccable, il portait l'allure de quelqu'un habitué au succès, mais ses yeux bruns révélaient une gentillesse que l'argent n'avait pas réussi à corrompre au fil des années. Monsieur Coleman, les documents pour la réunion de demain, appela son assistante en courant après lui avec un dossier à la main. Richard fit une brève pause, se retournant avec un sourire doux. « Laisse-les sur mon bureau, Carmela. J'ai besoin de régler quelques détails de mariage maintenant. » « Margaret m'attend pour choisir les derniers arrangements de la cérémonie, répondit-il, ajustant simplement sa cravate en se dirigeant vers la porte tournante. La nervosité dans sa voix était évidente, non pas à propos du mariage lui-même, mais de la possibilité de décevoir sa fiancée, 30 ans sa cadette, qui montrait une dévotion extraordinaire à son entreprise. Assis au volant de sa voiture de luxe, Richard ne pouvait contenir son anxiété. Ses pensées oscillaient entre le bonheur du mariage à venir et les responsabilités qui l'attendaient. Son téléphone a sonné une fois de plus, et la photo de Margaret a illuminé l'écran, sa beauté radieuse contrastant avec le message urgent concernant les arrangements floraux. « Il ne reste que quelques détails et nous serons mariés », murmura-t-il pour lui-même en glissant son doigt sur l'écran de l'appareil pour répondre au message. Le son strident des cris et des klaxons envahit ses oreilles avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait. Lorsque ses yeux ont quitté le téléphone et sont revenus à la rue, c'était comme si le temps ralentissait dramatiquement. Une petite silhouette courait sur la route, émergeant entre les voitures garées. Richard sentit son sang se glacer, ses réflexes travaillant désespérément pour éviter l'inévitable. Le bruit des pneus crissant sur l'asphalte se mêlait à son propre cri de terreur. « Mon Dieu, non !» Sa voix résonnait à l'intérieur du véhicule alors qu'il appuyait frénétiquement sur les freins. L'impact, bien que minimisé par le freinage brusque, suffisait à projeter le petit corps à quelques mètres devant. Richard eut l'impression que son cœur s'était arrêté, tout comme la voiture. Ses mains tremblaient violemment lorsqu'il ouvrit la porte, trébuchant sur ses propres pieds dans sa hâte d'atteindre l'enfant allongé sur l'asphalte. Le temps semblait se figer alors qu'il s'agenouillait à côté du corps immobile. C'était un garçon, pas plus vieux que 10 ans, portant des vêtements simples et usés. Son petit visage était meurtri et un filet de sang coulait sur son front. « Quelqu'un appelle une ambulance » cria Richard, sa voix étranglée par le désespoir. La foule qui commençait à se former autour d'eux murmurait des mots d'inquiétude et d'accusation, mais il pouvait à peine les entendre. Ses yeux étaient fixés sur le petit visage inconscient tandis que ses mains tremblantes craignaient de toucher le garçon et de lui causer plus de mal. Avec son cœur battant dans sa poitrine, Richard prit une décision rapide. Il ne pouvait pas attendre l'ambulance. Chaque seconde semblait une éternité alors qu'il observait la respiration superficielle de l'enfant. Avec le plus grand soin, il prit le petit corps dans ses bras, surpris de voir à quel point il était léger. « Tiens bon, petit » murmura-t-il en courant vers sa voiture, le téléphone oublié sur le siège passager affichant toujours le message inachevé à Margaret. Richard l'ignora, plaçant soigneusement l'enfant sur la banquette arrière. Les rues de la ville se brouillaient alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital le plus proche, ses mains serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Le rétroviseur reflétait le visage pâle du garçon, et chaque fois que Richard regardait en arrière, il ressentait une nouvelle vague de culpabilité et de peur l'envahir. « S'il te plaît, sois ok, s'il te plaît » répétait-il comme un mantra, sa voix tremblant à chaque mot. Lorsqu'il atteignit enfin l'entrée des urgences de l'hôpital, Richard attendit à peine que la voiture s'arrête avant de sauter dehors. « J'ai besoin d'aide » son cri résonna dans le parking alors qu'il courait vers la porte arrière. Avec le même soin qu'avant, il prit le garçon dans ses bras, notant avec horreur qu'il avait l'air encore plus pâle qu'avant. L'équipe médicale se précipitait déjà vers lui avec une civière, répondant à ses appels désespérés. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda l'une des infirmières en l'aidant à placer le garçon sur la civière. Richard sentit les mots se coincer dans sa gorge avant qu'il ne puisse répondre. « Je l'ai frappé. J'étais distrait par mon téléphone et il est sorti de nulle part. S'il vous plaît, sauvez-le. Je ferai tout, je paierai n'importe quel montant, mais ne le laissez pas mourir. » Ces derniers mots sortirent dans un murmure angoissé alors qu'il regardait l'équipe médicale emmener l'enfant à l'intérieur de l'hôpital,
le laissant seul avec sa culpabilité écrasante. Le couloir des urgences semblait interminable alors que Richard faisait les 100 pas, ses mains tremblantes courant dans ses cheveux gris. À plusieurs reprises, l'odeur caractéristique de l'hôpital se mêlait à l'arôme de son parfum coûteux, créant une combinaison qui ne faisait qu'accentuer sa nausée. Chaque fois que les portes doubles s'ouvraient, son cœur bondissait, espérant des nouvelles du garçon. La culpabilité le consumait comme un poison lent, corrodant sa conscience à chaque seconde qui passait. Monsieur Coleman appela une infirmière en s'approchant avec un clipoar à la main. « Nous avons besoin de quelques informations sur le garçon. » Richard sentit son estomac s'affaisser encore plus en réalisant qu'il ne connaissait absolument rien de l'enfant qui l'avait heurté. « Je ne le connais pas, répondit-il, sa voix défaillante. C'était un accident. Il est venu en courant entre les voitures et j'étais distrait par mon téléphone. » La confession sortit comme un murmure torturé et l'expression de l'infirmière se durcit visiblement. « Vous étiez au téléphone en conduisant » demanda-t-elle d'un ton professionnel, masquant à peine sa désapprobation. Le téléphone portable dans sa poche vibra de nouveau, probablement Margaret essayant de comprendre où il était. Le même appareil qui avait causé toute cette tragédie semblait maintenant peser une tonne. Richard l'ignora, concentrant ses pensées sur l'enfant qui se battait pour sa vie derrière ses portes. « Oui, j'étais au téléphone » admit-il, ressentant le poids de son irresponsabilité et réalisant qu'un enfant innocent payait maintenant pour son erreur. « S'il te plaît, dites-moi qu'il ira bien. » L'infirmière prit quelques notes sur son clipoar avant de répondre. « Les médecins font tout leur possible. Dès que nous aurons des nouvelles, vous serez informés. » Les heures s'étiraient comme des décennies. Richard était assis dans l'une des chaises de la salle d'attente, son costume froissé et sa cravate desserrée reflétant son état d'esprit. Le téléphone portable vibrait périodiquement, mais il ne trouvait pas la force de répondre. Comment pourrait-il expliquer à sa fiancée qu'il avait mis la vie d'un enfant en danger à cause d'un message concernant les fleurs de mariage? L'ironie de la situation était trop cruelle à supporter. Un médecin d'âge moyen émergea enfin des portes doubles, ses yeux parcourant le couloir jusqu'à ce qu'il trouve Richard. « Monsieur Coleman » appela-t-il en s'approchant à grands pas. Richard se leva, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. « Comment va-t-il, docteur? S'il vous plaît, dites-moi qu'il est vivant. » Le médecin ajusta ses lunettes avant de répondre, son visage gardant une expression neutre qui n'a fait qu'augmenter l'anxiété de Richard. « Le garçon est vivant mais toujours inconscient. Il a subi un traumatisme crânien qui nous préoccupe. Nous devrons faire plus de tests pour déterminer l'étendue des dégâts. » Les mots du médecin frappèrent Richard comme un coup de poing dans l'estomac. « Des dégâts » répéta-t-il, sa voix tremblante. « Quel genre de dégâts » Le médecin soupira en consultant son clipoar. « Il est trop tôt pour le dire. L'impact sur la tête est significatif, il peut y avoir des séquelles neurologiques, mais nous ne le saurons que lorsqu'il se réveillera. » S'il se réveille? La dernière phrase flottait dans l'air comme un nuage sombre, faisant chanceler Richard contre le mur le plus proche pour se soutenir. Le téléphone portable vibra encore une fois dans sa poche et cette fois, Richard le prit avec des mains tremblantes. 20 appels manqués de Margaret, des dizaines de messages non lus, sa photo souriante sur l'écran semblait maintenant appartenir à une autre vie, une vie où il n'avait pas détruit l'avenir d'un enfant innocent à cause de sa propre irresponsabilité. « Docteur » appela-t-il, rangeant l'appareil. « Faites tout ce qu'il faut, tout traitement, tout spécialiste, peu importe le coût, je paierai pour tout. » Le médecin hocha gravement la tête, mais son regard portait désormais un poids différent. « Monsieur Coleman, l'argent peut payer les traitements, mais il ne peut pas garantir la guérison. Le garçon est très petit et le traumatisme était sévère. Nous devons nous préparer à toutes les possibilités. » Richard sentit ses jambes s'affaiblir et il dut s'appuyer contre le mur pour éviter de tomber. La réalité de ses actions commençait à peser encore plus lourdement sur ses épaules. Un enfant pourrait ne jamais se réveiller ou se réveiller avec des conséquences permanentes, tout cela parce qu'il n'a pas pu attendre de répondre à un message concernant les fleurs. Le couloir de l'hôpital semblait maintenant suffocant, les murs blancs se refermant autour de lui comme une prison. Richard desserra encore plus sa cravate, ayant des difficultés à respirer. Le docteur continuait de parler des tests et des procédures, mais les mots ne faisaient à peine pas sens dans ses oreilles. Tout ce à quoi il pouvait penser était le petit visage pâle de l'enfant, si petit et fragile qu'il avait l'air dans ses bras lorsqu'il l'avait porté à la voiture. « Puis-je le voir » interrompit-il, sa voix presque méconnaissable par l'horreur. « S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir comment il va. » Le médecin hésita un instant avant de hocher affirmativement. « Vous pouvez le voir, mais seulement pendant quelques minutes. »
Il est dans la zone des soins intensifs et nous devons le surveiller constamment. Richard suivit le médecin à travers les portes doubles, son cœur battant plus vite à chaque pas. Le couloir semblait être un tunnel sans fin, les lumières fluorescentes créant des ombres qui dansaient sur les murs blancs comme des fantômes silencieux témoins de sa culpabilité. En entrant dans la chambre, Richard sentit son cœur se serrer encore plus. Le garçon avait l'air encore plus petit et fragile, allongé dans ce lit d'hôpital entouré de machines et de moniteurs qui bipaient dans un rythme constant et effrayant. Sa tête était bandée et divers tubes et fils étaient connectés à son petit corps. « Mon Dieu » murmura Richard en s'approchant lentement du lit. La pâleur du visage enfantin contrastait violemment avec les ecchymoses qui commençaient à se former, chaque marque une accusation silencieuse contre sa négligence. « Les prochaines heures seront cruciales » expliqua le médecin en vérifiant les moniteurs. Le traumatisme crânien a causé un gonflement significatif et nous devons surveiller une pression intracrânienne accrue. Richard pouvait à peine traiter les mots du médecin, ses yeux fixés sur les petites mains blessées du garçon. Il remarqua les ongles sales, les vêtements usés, les vieilles chaussures, signe d'une vie difficile qui était maintenant encore plus compliquée à cause de lui. « Docteur » appela-t-il, sa voix étranglée. « Pouvez-vous voir une identification, un indice sur qui il est ou d'où il vient ?» Le médecin secoua la tête en consultant de nouveau son clipoir. « Nous n'avons trouvé aucun document avec lui, ses vêtements n'ont aucune étiquette et il n'y a rien qui puisse nous aider à l'identifier. Nous avons déjà informé les autorités et elles vérifient s'il y a des signalements d'enfants disparus correspondant à sa description. » Richard sentit une nouvelle vague de culpabilité l'envahir. Non seulement avait-il peut-être causé un tort irréparable au garçon, mais il découvrait maintenant qu'il était seul, sans personne pour lui tenir la main ou pleurer pour lui. Le téléphone vibra encore dans sa poche et cette fois, Richard le prit avec une détermination différente. Il était temps d'affronter les conséquences de ses actions. Mais avant qu'il ne puisse répondre, quelque chose attira son attention. L'un des moniteurs commença à émettre un son différent, plus aigu et plus insistant. Le médecin se déplaça immédiatement, ses yeux scannant rapidement les chiffres et les graphiques sur l'écran. « La pression augmente » dit-il, sa voix prenant un ton urgent. « Infirmière » appela-t-il en élevant la voix, tout s'est passé si vite après ça. Une équipe d'infirmières fit irruption dans la pièce, se déplaçant avec une précision inquiétante autour du lit. Richard fut poussé en arrière, regardant impuissant les professionnels travailler. Les voix se mêlaient dans ses oreilles avec des termes médicaux qu'il ne comprenait pas, se transformant en un bourdonnement terrifiant. La pression augmente, nous devons le stabiliser, préparer la salle d'opération, chaque mot était comme un coup de poignard dans sa poitrine. Monsieur Coleman, vous devez partir maintenant, une infirmière l'attrapa par le bras, le guidant vers la porte. Richard résista, ses yeux fixés sur la scène chaotique devant lui. Non, s'il vous plaît, je dois rester. Je dois savoir s'il va bien. Mais ses protestations furent ignorées et bientôt, il se retrouva de nouveau dans le couloir, les portes doubles se refermant devant lui. À travers la petite vitre de la porte, il pouvait voir les mouvements frénétiques de l'équipe médicale préparant le garçon à être emmené en chirurgie. Le téléphone continuait de vibrer dans sa main, la photo souriante de Margaret semblant maintenant une ironie cruelle. Comment pouvait-il penser au mariage alors qu'il avait peut-être détruit une vie? Les fleurs, les arrangements, tous les détails qui semblaient si importants il y a quelques heures étaient maintenant insignifiants face à la possibilité d'avoir causé un tort irréparable à un enfant innocent. Richard s'appuya contre le mur, sentant ses jambes s'affaiblir sous le poids de sa culpabilité. Les heures s'étiraient comme des décennies dans le couloir de l'hôpital alors que Richard Coleman restait assis dans la même chaise inconfortable depuis que les médecins avaient emmené le garçon en chirurgie. Son costume froissé et sa cravate négligée à côté de lui étaient des témoins silencieux des heures de tourmente qu'il avait endurées. Les premiers rayons de soleil commençaient déjà à pénétrer les fenêtres de l'hôpital, faisant apparaître les cercles profonds sous ses yeux et ses cheveux gris en désordre résultant de ses mains passant dans ceux-ci dans des gestes nerveux, tout cela encore plus évident. Monsieur Coleman appela une infirmière en s'approchant à pas doux. « Vous devez manger quelque chose, vous êtes ici depuis plus de 12 heures. » Richard secoua simplement la tête, ses yeux fixés sur les portes où les médecins finiraient par apparaître. Comment pouvait-il penser à manger alors qu'un enfant se battait pour sa vie à cause de lui? Son estomac se tordit, mais pas de la faim. C'était le poids de la culpabilité qui le consumait de l'intérieur. « Je ne peux pas partir d'ici, répondit-il, sa voix déformée par tant de temps en silence. J'ai besoin de savoir comment il va. L'activité de l'hôpital commença à augmenter avec le début de la nouvelle journée.
Les médecins et les infirmières passaient en courant, certains jetant des regards curieux à l'homme manifestement riche qui restait assis au même endroit comme une statue d'inquiétude et de regret. Richard avait perdu le compte du nombre de fois que son téléphone avait vibré pendant la nuit. Margaret, sa fiancée, devait être désespérée par sa disparition soudaine, mais il ne pouvait pas rassembler la force d'expliquer ce qui s'était passé. Comment pourrait-il lui dire qu'il avait failli tuer un enfant à cause d'un message concernant les fleurs de mariage? Les minutes se transformaient en heures tortueuses, chaque seconde marquée par le tic-tac impitoyable de l'horloge sur le mur. Richard observait les allées et venues des professionnels de la santé, essayant de déchiffrer des nouvelles sur le garçon à partir de leurs expressions. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il se leva enfin pour descendre dans le couloir, essayant d'atténuer la tension dans ses muscles endoloris. C'est alors qu'il remarqua un petit groupe de médecins conversant à voix basse près de la salle d'opération, leurs expressions sérieuses faisant battre son cœur encore plus vite. Le médecin qui avait pris en charge le garçon la nuit précédente s'était séparé du groupe et marchait vers lui. Richard sentit ses jambes s'affaiblir, ayant besoin de s'appuyer contre le mur pour rester droit. L'expression du médecin était neutre, professionnelle, rendant impossible de deviner s'il apportait de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Monsieur Coleman, commença-t-il en ajustant ses lunettes, l'opération a été complétée il y a quelques heures. Nous avons pu contrôler le gonflement cérébral et stabiliser la pression intracrânienne. Le soulagement que ressentit Richard était si intense que ses jambes faillirent céder. Il devait s'asseoir de nouveau, ses mains tremblantes essuyant un mouchoir sur son front en sueur. « Va-t-il survivre » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Le médecin hocha légèrement la tête, mais son expression resta sérieuse. « Oui, il survivra. Le traumatisme était significatif mais moins sévère que nous le craignions initialement. Cependant, nous devons attendre qu'il se réveille pour évaluer s'il y a des dommages neurologiques permanents. » Le mot « permanent » frappa Richard comme un coup de poing dans le ventre. La possibilité d'avoir causé des dommages irréversibles à cet enfant innocent fit tourner sa tête. « Puis-je le voir » demanda-t-il, se levant de nouveau avec difficulté. Le médecin consulta son clipoar avant de répondre. « Il est en convalescence maintenant. Dès qu'il sera transféré dans une chambre, les visites seront autorisées. Cela devrait se faire dans les prochaines heures. » Richard hocha mécaniquement la tête, s'asseyant de nouveau. Les prochaines heures seraient une autre éternité d'attente et de culpabilité. Les couloirs de l'hôpital continuaient leur mouvement incessant, mais Richard à peine remarqua, ses pensées fixées sur le garçon inconnu qui l'avait heurté, sur la façon dont sa vie avait complètement changé en quelques secondes. Le poids du téléphone dans sa poche semblait augmenter à chaque minute, lui rappelant constamment son irresponsabilité. « S'il te plaît » murmura-t-il pour lui-même, « laisse-moi avoir une chance de réparer ça. » La lumière du soleil pénétrait désormais fortement à travers les fenêtres, marquant le début d'un nouveau jour qui promettait d'être aussi angoissant que la nuit qu'il avait endurée. L'après-midi avançait déjà lorsqu'une infirmière apparut enfin avec les nouvelles que Richard attendait si désespérément. « Le garçon s'est réveillé » dit-elle, son visage s'adoucissant en voyant le soulagement instantané qui se répandait sur les traits fatigués de l'homme. Il est un peu confus, comme prévu, mais il a bien réagi aux tests initiaux. Richard sentit son cœur s'emballer, un mélange d'anxiété et de peur prenant le dessus sur son corps. Alors qu'il suivait l'infirmière à travers les couloirs de l'hôpital jusqu'à la porte de la chambre, Richard hésita. À travers le verre, il pouvait voir le garçon assis sur le lit, paraissant encore plus petit et plus fragile sous l'éclairage fluorescent de l'hôpital. Les bandages sur sa tête avaient été changés et sa peau était moins pâle qu'avant, mais il y avait encore quelque chose de profondément vulnérable dans sa silhouette. « Il a peur » expliqua l'infirmière d'une voix basse. « Il ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé et il est très calme. Peut-être que vous pouvez l'aider à se sentir plus en sécurité ?» Avec des pas prudents, Richard entra dans la chambre. Le garçon tourna immédiatement son visage dans sa direction, ses grands yeux bruns révélant un mélange de peur et de curiosité. « Bonjour » dit doucement Richard en s'approchant du lit. « Je m'appelle Richard. Je suis la personne qui conduisait la voiture. » Sa voix faiblit sur la dernière partie, la culpabilité encore lourde sur sa poitrine. Le garçon continua de le regarder en silence, ses petites mains serrant le drap d'hôpital. « Pouvez-vous me dire votre nom » demanda Richard en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Le garçon hésita un instant, ses yeux parcourant la pièce comme s'il cherchait une issue. Enfin, d'une voix si basse qu'on pouvait à peine l'entendre, il répondit « Michael ». Richard sentit une boule se former dans sa gorge en entendant la voix faible et effrayée. « Michael » répéta-t-il doucement. « C'est un très joli nom. Tu dois avoir peur, n'est-ce pas »
Mais je veux que tu saches que tu es en sécurité ici. » Les minutes suivantes furent remplies d'un silence tendu, brisé uniquement par le bourdonnement régulier des moniteurs. Richard observait le garçon de près, remarquant les signes de négligence dans son apparence. Les vêtements usés pliés sur une chaise, les cheveux mal coupés, la minceur évidente même sous la blouse d'hôpital. « Michael, reprit-il, peux-tu me dire où tu habites? Tes parents doivent être très inquiets. » C'est alors qu'il vit quelque chose changer dans les yeux du garçon, un moment de pure panique qui fit se contracter son cœur. « Je n'ai pas de parents, répondit Michael, sa voix tremblante légèrement. « Je me suis enfui du refuge. » Les mots sortirent comme un murmure effrayé et Richard vit des larmes se former dans les yeux du garçon. « Pourquoi as-tu couru » demanda-t-il doucement, résistant à l'envie de saisir la petite main tremblante sur le drap. Le garçon baissa les yeux, 2 larmes s'échappant et roulant sur ses joues meurtries. « Parce que c'est mauvais là-bas, répondit-il, sa voix étranglée. Il n'y a jamais assez de nourriture et il fait vraiment froid la nuit et parfois ils nous enferment dans le sous-sol quand nous faisons quelque chose de mal. » Richard sentit une vague de colère monter dans sa poitrine en entendant ces mots. L'idée d'enfant maltraité, affamé et froid était insupportable. Son propre problème, l'accident, la culpabilité semblaient pâlir en comparaison de la souffrance que ce petit garçon avait endurée. « Michael, dit-il, sa voix prenant un ton déterminé. Tu ne retourneras pas là-bas, je te le promets. » Le garçon leva les yeux, la surprise et la méfiance se mêlant dans son regard. « Mais où irai-je » demanda-t-il, la peur évidente dans sa voix. Richard se redressa dans sa chaise, une décision se formant dans son esprit. Il ne pouvait pas annuler ce qu'il avait fait, l'accident qui avait failli coûter la vie à cet enfant, mais peut-être pouvait-il se racheter, non seulement pour son erreur mais aussi pour l'injustice que Michael avait subie. « Tu peux venir avec moi, dit-il, sa voix stable malgré le tumulte des émotions dans sa poitrine. J'ai une grande maison avec des chambres vides et un cuisinier qui fait les meilleurs desserts en ville. Tu peux y rester jusqu'à ce que nous trouvions un endroit sûr et aimant pour toi. » Les yeux de Michael s'élargirent à l'offre de Richard, un mélange d'espoir et de méfiance brillant dans son regard. Le garçon semblait mener une bataille interne, ses doigts serrant toujours nerveusement le drap d'hôpital. « Tu ne me rendras pas au refuge » demanda-t-il, sa voix tremblante par la peur évidente d'être renvoyé à cet endroit. Richard sentit son cœur se serrer face à la terreur dans les yeux de l'enfant et fit une promesse silencieuse à lui-même qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le protéger. Le médecin entra dans la pièce à ce moment-là, interrompant leur conversation. Ses yeux parcouraient les divers moniteurs avant de se tourner vers Michael avec un sourire doux. « Je vois que notre petit patient se remet bien » remarqua-t-il en prenant quelques notes sur son clipoir. « Les tests montrent que le traumatisme diminue comme prévu et qu'il n'y a aucun signe de dommage permanent. » Richard poussa un profond soupir de soulagement, se sentant comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. « Quand pourra-t-il être sorti » demanda-t-il, désireux de sortir Michael de cet environnement hospitalier qui le rendait clairement anxieux. « Nous devons le garder sous observation pendant quelques heures de plus, répondit le médecin. Mais si tout continue à bien se passer, il pourra rentrer chez lui plus tard dans la journée. » Il fit une pause, son regard devenant plus sérieux. « Cependant, il y a une question légale à résoudre, car le garçon est mineur sous garde. Nous devons notifier les autorités compétentes. » Richard sentit Michael se crisper dans le lit à ces mots et intervint rapidement. « Docteur, puis-je vous parler en privé ?» Les 2 hommes sortirent, laissant Michael visiblement anxieux derrière eux dans le couloir. Richard parla d'une voix basse mais ferme. « Je prendrai la responsabilité de Michael. J'ai les moyens et les ressources pour m'occuper de lui, plus important encore, je peux m'assurer qu'il ait un environnement sûr et sain. » Le médecin ajusta ses lunettes, étudiant le visage déterminé de Richard. « Monsieur Coleman, je comprends votre préoccupation et votre volonté d'aider, mais il y a des procédures légales à suivre. » Le garçon était sous la garde d'une institution, même s'il s'est enfui de là. Richard passa ses mains dans ses cheveux gris, son esprit travaillant rapidement. « Et si j'obtenais une autorisation temporaire ? J'ai des amis influents, je peux appeler mes avocats immédiatement. » Lorsqu'ils retournèrent dans la chambre, ils trouvèrent Michael assis au bord du lit, ses petites jambes balançant nerveusement. Il leva les yeux craintifs vers Richard, qui se hâta de le rassurer. « Tout va bien, Michael. Tu viens avec moi ?» Le sourire qui illumina le visage du garçon était comme un rayon de soleil après une tempête, transformant complètement son expression effrayée. Après quelques examens et recommandations supplémentaires, le médecin donna enfin son approbation pour la sortie de l'hôpital à condition que Richard suive toutes les procédures légales nécessaires. Les heures suivantes furent remplies d'une série d'appels téléphoniques et de paperasseries.
Richard activa son équipe juridique qui travailla rapidement pour obtenir la garde d'urgence temporaire, compte tenu des circonstances particulières du cas. Entre-temps, il arrangea de nouveaux vêtements pour Michael, car ceux qu'il portait étaient sales et déchirés à cause de l'accident. Lorsque le moment arriva enfin de quitter l'hôpital, le garçon avait l'air différent, propre dans de nouveaux vêtements et avec une lueur d'espoir prudente dans les yeux. À la sortie de l'hôpital, Richard tenait la petite main de Michael, ressentant l'énorme responsabilité qu'il avait assumée. Son chauffeur l'attendait déjà avec la voiture, et il pouvait voir le regard curieux du garçon sur le véhicule luxueux prêt à rentrer à la maison. Richard demanda doucement. Michael hocha la tête, serrant sa main un peu plus fort. C'est alors que le téléphone de Richard vibra de nouveau dans sa poche. C'était Margaret encore une fois. Il regarda l'écran un moment, sachant qu'il devrait tout lui expliquer bientôt, mais pour l'instant, sa priorité était de s'assurer que Michael se sente en sécurité. Alors qu'il marchait vers la voiture, Richard ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait complètement changé en moins de 24 heures. D'un homme d'affaires préoccupé par les préparatifs de son mariage, il était devenu responsable d'un enfant effrayé et vulnérable. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que la décision de protéger Michael déclencherait une série d'événements qui non seulement changeraient sa vie, mais révéleraient aussi des secrets que certains préféreraient garder enfouis pour toujours. Des heures plus tard, Margaret arpentait les chambres luxueuses du manoir avec des pas agités, ses talons résonnant contre le sol en marbre. À 25 ans, sa beauté était aussi impressionnante que son ambition. De longs cheveux noirs encadraient un visage aux traits délicats et sa robe élégante mettait en valeur une silhouette qui attirait les regards partout où elle allait. Cependant, à ce moment-là, son expression habituellement contrôlée était consumée par l'irritation. Richard avait plus de 12 heures de retard et elle ne pouvait pas le joindre de quelque manière que ce soit. « Où s'est-il embrouillé » murmura-t-elle pour elle-même, vérifiant son téléphone une fois de plus. Les dizaines de messages et d'appels non répondus semblaient la narguer. Les arrangements floraux devaient être approuvés, le traiteur attendait la confirmation du menu et divers autres détails du mariage restaient en suspens. Margaret s'approcha de la fenêtre, observant les jardins parfaitement entretenus du manoir. Dans quelques jours, cet espace serait transformé en décor pour le mariage qui la mettrait définitivement au contrôle d'un empire. « Tout doit être parfait » murmura-t-elle, ses doigts tambourinant nerveusement sur le verre. La sonnerie stridente de son téléphone la fit sursauter, mais ce n'était pas Richard. Le nom qui clignotait à l'écran était Hélène, la comptable du refuge. Margaret sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine alors qu'elle répondait à l'appel. « Qu'y a-t-il maintenant » demanda-t-elle, ne prenant même pas la peine de cacher l'irritation dans sa voix. De l'autre côté de la ligne, la voix nerveuse de la comptable tremblait. « Madame Margaret, nous avons un sérieux problème. Un des enfants s'est enfui du refuge la nuit dernière. » Margaret sentit son sang se glacer mais garda sa voix ferme. « Comment a-t-il pu s'enfuir ? Vous ne devriez pas surveiller ces petits monstres ?» continua la comptable, sa voix devenant de plus en plus anxieuse. « C'est Michael, madame. Ce garçon perturbateur. Il a réussi à s'échapper pendant le changement de quart de l'équipe. » Margaret ferma les yeux, prenant une profonde respiration pour contrôler la panique qui commençait à s'installer dans sa poitrine. Michael était trop intelligent pour son propre bien, toujours à poser des questions inconvenantes, toujours à tout observer avec ses grands yeux méfiants. « Très bien, ce sale gosse » ordonna-t-elle, sa voix prenant un ton glacial. « Je m'en fiche de la manière, mais trouvez-le avant qu'il ne cause des problèmes. » Hélène tenta de discuter de la nécessité d'impliquer les autorités, mais Margaret la coupa brusquement. « N'y pense même pas. Gère-le en interne. Utilisez les employés du refuge, offrez une récompense, faites ce qu'il faut, mais gardez cela discret. » Après avoir raccroché le téléphone, Margaret se dirigea vers le bar du salon et se versa un verre généreux. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle portait le verre à ses lèvres. « Pas maintenant, pensa-t-elle. Pas quand j'y suis si proche. Le mariage serait dans quelques jours et rien ne pouvait interférer avec ses plans. » Le son d'une voiture arrivant la sortit de ses pensées sombres. À travers la fenêtre, elle vit le véhicule de Richard entrer par les portes du manoir. « Enfin » murmura-t-elle rapidement, ajustant sa robe et ses cheveux. L'irritation face à son retard était momentanément oubliée. Il y avait des affaires plus urgentes à régler et elle devait garder son masque de mariée dévouée et préoccupée parfaitement en place. Margaret se dirigea vers la porte principale, répétant l'expression de préoccupation aimante qu'elle utiliserait pour questionner la disparition du marié. Le bruit de la porte s'ouvrant fit accélérer ses pas dans le couloir. Elle avait déjà les mots de réprimande douce qu'elle avait planifiés sur ses lèvres,
mais ils moururent dans sa gorge lorsqu'elle vit qui accompagnait Richard. Là, tenant la main de sa fiancée, se trouvait Michael, le même Michael qui s'était enfui du refuge, le même garçon qui pouvait détruire tout ce qu'elle avait si soigneusement construit. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'enfant qui la reconnut immédiatement. Margaret sentit le monde tourner autour d'elle, les murs du manoir semblant se refermer sur elle. Le verre qu'elle tenait encore glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. La dernière chose que Margaret vit avant que tout ne devienne noir fut le regard effrayé de Michael et l'expression inquiète de Richard. Ses jambes cédèrent et elle sentit son corps tomber tandis que son esprit hurlait de panique. Son plan méticuleusement construit était sur le point de s'effondrer, tout comme son corps s'effondra maintenant dans les bras de son fiancé désorienté. Richard n'eut guère le temps de traiter ce qui se passait lorsqu'il vit Margaret s'effondrer. Avec des réflexes rapides, il réussit à la rattraper avant qu'elle ne touche le sol, couverte de morceaux de verre. Le parfum coûteux qu'elle portait toujours se mêlait désormais à l'odeur forte de la boisson renversée, créant un contraste troublant avec la pâleur mortelle qui prenait le dessus sur son visage. « Margaret, Margaret, tu m'entends » appela-t-il doucement en tapotant son visage, mais elle resta complètement immobile dans ses bras. « Aidez quelqu'un à appeler le gouverneur » cria Richard, sa voix résonnant à travers le hall du manoir. Toujours paralysé près de la porte, Michael, avec ses grands yeux fixés sur la scène devant lui, resta figé. La gouverneure, Sonora Rosa, une femme d'âge moyen qui travaillait dans la maison depuis des années, accourut dès qu'elle entendit les cris. « Bon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à la fille » s'exclama-t-elle, portant ses mains à son visage en voyant Margaret inconsciente. Richard, toujours tenant sa fiancée, essaya de rester calme. « Elle s'est évanouie dès que nous sommes entrés, dit Sonora Rosa. S'il vous plaît, prenez soin de Michael pendant que j'emmène Margaret à l'hôpital. » La scène qui suivit fut un pur chaos. Alors que Richard essayait de soulever Margaret du sol sans la blesser sur les éclats de verre éparpillés, Sonora Rosa s'approcha timidement de Michael. Cependant, le garçon semblait être dans un autre monde, son regard fixé sur Margaret comme s'il voyait un fantôme. « Allez, cher » appela doucement la gouverneure en lui tendant la main. « Va à la cuisine pendant que monsieur Richard s'occupe de madame Margaret. » Michael fit un pas en arrière comme si le toucher de la gouverneure pouvait le brûler, mais finit par céder lorsque Richard lança un regard suppliant dans sa direction avec Margaret dans ses bras. Richard sentit le poids de la situation, non seulement le poids physique de sa fiancée inconsciente, mais surtout le poids des circonstances inexplicables qui les avaient amenés là. Pourquoi Margaret s'était-elle évanouie en voyant Michael? Pourquoi le garçon semblait-il si terrifié par sa présence? Des questions sans réponse martelaient sa tête alors qu'il se hâta vers le garage. « Sonora Rosa » appela-t-il. « Prenez bien soin de Michael, ne le laissez pas avoir peur. Je reviendrai dès que possible. » Le visage de Margaret, habituellement si plein de vie et de détermination, était maintenant pâle comme de la cire, avec une expression que Richard n'avait jamais vue auparavant, un mélange de peur et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Alors qu'il la plaçait soigneusement sur la banquette arrière de la voiture, il remarqua que ses mains étaient glacées et que son corps tremblait légèrement malgré la chaleur de l'après-midi. « Qu'est-ce qui se passe, Marg » murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle en fermant la porte de la voiture. Avant de monter dans la voiture, Richard jeta un dernier regard vers le manoir à travers la fenêtre de la cuisine. Il pouvait voir Michael assis à la table, ses petites jambes balançant sans toucher le sol tandis que Sonora Rosa essayait de lui faire boire quelque chose de chaud. La scène semblait étrangement déplacée, comme une peinture où quelque chose était subtilement de travers, mais il ne pouvait pas exactement identifier quoi. Son instinct lui disait qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'il ne pouvait voir, mais pour l'instant, sa priorité était de s'assurer que Margaret allait bien. Le trajet vers l'hôpital était une torture de pensées conflictuelles. Richard alternait son regard entre la route devant lui et le reflet de Margaret dans le rétroviseur, toujours inconsciente sur la banquette arrière. C'était la deuxième fois en moins de 24 heures qu'il faisait ce même trajet, d'abord avec Michael et maintenant avec sa fiancée. La coïncidence semblait trop grande pour être juste cela, une coïncidence. Il y avait quelque chose qui reliait tous ces événements, il pouvait le sentir, mais les pièces du puzzle refusaient de s'assembler dans son esprit. Le téléphone de Margaret commença à sonner dans son sac à main, le son strident brisant le silence tendu à l'intérieur de la voiture. Richard pensa à répondre, mais quelque chose l'arrêta. Le nom qui clignotait à l'écran, Hélène, la comptable, ne signifiait rien pour lui, mais pour une raison quelconque, il sentait que cet appel faisait partie du mystère qui commençait à se former. Il laissa le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête,
se concentrant de nouveau sur la route et sur sa fiancée inconsciente. Que veut si désespérément la comptable, pensa-t-il alors que l'hôpital commençait à apparaître au loin. La salle des urgences était en pleine effervescence lorsqu'il arriva, portant Margaret dans ses bras. C'était le même hôpital où il avait été avec Michael, et certaines infirmières le reconnurent immédiatement. Monsieur Coleman, dit l'une d'elles en courant aider avec une civière. Richard hocha simplement la tête, son esprit embrouillé de préoccupation alors qu'il plaçait soigneusement Margaret sur le lit mobile. Son visage restait aussi pâle que du papier, mais maintenant ses paupières battaient légèrement comme si elle faisait un cauchemar. Qu'est-il arrivé à elle ? Demanda le médecin qui s'approcha rapidement, commençant à examiner les signes vitaux de Margaret. Richard hésita un instant, réalisant à quel point la situation semblait étrange. Elle s'est évanouie dès qu'elle est entrée dans la maison, répondit-il, remarquant à quel point chaque mot qu'il disait rendait l'histoire encore plus suspecte. Le médecin leva les yeux de son examen, sa profession masquant tout jugement. Depuis combien de temps est-elle inconsciente ? Demanda-t-elle, tournant son attention vers les pupilles de Margaret. Environ 20 minutes, répondit Richard, passant ses mains dans ses cheveux gris dans un geste nerveux. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement Miss Rosa avec des nouvelles concernant Michael, mais il ne pouvait pas y répondre maintenant. Le médecin poursuivit son examen, murmurant des instructions aux infirmières qui commençaient à connecter Margaret à divers moniteurs. Le bourdonnement rythmique des machines remplissait l'environnement, créant une bande sonore angoissante pour les pensées chaotiques de Richard. Elle a bu quand elle s'est évanouie, ajouta-t-il, se rappelant les morceaux de verre brisés. Les minutes s'étiraient tandis que l'équipe médicale travaillait. Richard regardait, impuissant, son esprit rejoint les événements des dernières 24 heures à la recherche d'un sens. L'accident de Michael, l'histoire de l'abri, l'évanouissement inexplicable de Margaret. Il y avait une connexion, il pouvait la sentir, mais c'était comme essayer de reconstituer un puzzle dans le noir. Le téléphone portable de Margaret, qu'il avait mis dans sa poche, sonna de nouveau. Le même nom clignotait à l'écran, Hélène du service comptabilité. Cette fois, quelque chose dans le nom déclencha une alerte dans son esprit. Monsieur Coleman, le docteur appelle, interrompit ses pensées. Ces signes vitaux sont stables, mais nous devons effectuer quelques tests pour comprendre ce qui a causé l'évanouissement. Y a-t-il des antécédents familiaux de problèmes cardiaques ou a-t-elle été beaucoup stressée récemment ? Richard fronça les sourcils, réalisant qu'il savait étonnamment peu de choses sur les antécédents médicaux de sa fiancée. Elle a beaucoup travaillé, répondit-il vaguement, avec le mariage et d'autres projets. Le mot « projet » laissa un goût amer dans sa bouche, comme s'il effleurait quelque chose de bien plus grand et plus sombre. C'est à ce moment-là que Margaret commença à marmonner, ses mots sortant confus et désordonnés. Richard et le docteur s'approchèrent rapidement de la civière. « Le bébé ne peut pas », balbutia-t-elle, son visage se contorsionnant en une expression d'angoisse. Le docteur prit des notes sur son clipoir, mais Richard resta figé sur place. Ces mots déconnectés, bien qu'à peine audibles, portaient un poids qu'il ne pouvait ignorer. Pourquoi sa fiancée marmonnait le nom du garçon qu'il venait de ramener chez eux ? Le téléphone dans sa poche vibra de nouveau, mais cette fois, c'était son propre appareil. Le message clignotant à l'écran était de Madame Rosa. « Monsieur Richard, Michael est très agité, il a quelque chose de très important à dire. » Richard sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Il regarda sa fiancée sur la civière, encore en train de marmonner des mots déconnectés, puis le message sur son téléphone. À ce moment précis, il était certain qu'il allait découvrir quelque chose qui changerait tout. Le son strident d'un des moniteurs perça l'air, faisant sursauter tout le monde dans la pièce. Au milieu de la confusion qui s'ensuivit, avec des médecins et des infirmières se précipitant pour vérifier les équipements, personne ne remarqua que Margaret ouvrit légèrement les yeux et qu'une seule larme roulait sur sa joue. La salle d'hôpital était enveloppée dans un silence inquiétant, brisé seulement par le bip rythmique des moniteurs cardiaques. Richard resta assis près du lit où Margaret était allongée, observant son visage pâle pour tout signe de conscience. Les dernières heures avaient été une séquence confuse de tests et de consultations, le laissant épuisé et encore plus inquiet. Son téléphone continuait de vibrer périodiquement avec des messages de Madame Rosa concernant Michael, mais il avait à peine pu se concentrer sur les mots qu'il lisait, ses pensées revenant toujours à sa fiancée inconsciente. Le docteur entra dans la pièce, feuilletant un clipoir avec les résultats des tests. Son expression professionnelle ne révélait rien. En vérifiant les signes vitaux de Margaret sur les moniteurs, elle commença. « Monsieur Coleman, tous les tests sont revenus normaux. Il n'y a rien de physiquement anormal avec votre fiancé. » Richard fronça les sourcils, confus. «
Comment peut-il n'y avoir rien? Rien de mauvais quand Margaret s'est littéralement évanouie dans mes bras. Mais alors, docteur, qu'est-ce qui a causé l'évanouissement? Demanda-t-il, sa voix trahissant l'anxiété qu'il ressentait. Le docteur tira une chaise et s'assit en face de Richard, avec une expression plus douce. Les symptômes suggèrent un cas classique de stress aigu. La pression du mariage, combinée à d'autres responsabilités, a peut-être submergé son système nerveux. C'est plus courant que vous ne le pensez, surtout chez les jeunes ayant beaucoup de devoirs. Richard hocha la tête mécaniquement, mais quelque chose dans cette explication ne semblait pas totalement cohérent. L'évanouissement s'était produit exactement au moment où Margaret avait vu Michael. Cela ne pouvait-il être qu'une coïncidence? Son mouvement subtil sur le lit d'hôpital attira l'attention de tous. Margaret commençait à montrer des signes de réveil, ses paupières battant légèrement. Le docteur s'approcha immédiatement, vérifiant les réponses pupillaires avec une petite lampe de poche. Richard se leva de sa chaise, le cœur battant d'anxiété, surveillant chaque petit mouvement de sa fiancée après avoir été inconsciente si longtemps. Elle se réveillait enfin et il avait tant de questions, ne sachant presque pas par où commencer. Margaret ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois comme si elle essayait d'ajuster sa vision à la lumière de la pièce. Pendant un bref instant, son regard sembla désorienté, presque effrayé, mais elle retrouva rapidement sa composée habituelle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, sa voix rauque et faible. Le docteur commença à poser des questions de routine, vérifiant son orientation temporelle et spatiale, tandis que Richard tenait sa main, remarquant combien elle était froide et légèrement tremblante. « Tu nous as fait une sacrée frayeur, ma chérie, » dit-il doucement, étudiant ses réactions. La couleur commençait à revenir sur le visage de Margaret, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une ombre, une tension subtile que Richard n'avait jamais remarquée auparavant. Le docteur poursuivit son examen, posant des questions sur comment elle se sentait et si elle se souvenait des moments précédant l'évanouissement. Margaret répondit à tout avec son élégance habituelle, mais Richard pouvait percevoir un léger tremblement dans sa voix, surtout lorsque le docteur mentionna le moment exact de l'évanouissement. « La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Richard rentrer à la maison, » dit-elle, évitant de mentionner la présence de Michael. Les infirmières entrèrent dans la pièce, portant un plateau avec de l'eau et des médicaments, créant une petite distraction que Richard profita pour observer sa fiancée de plus près. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle évitait de croiser son regard direct, dans la façon dont ses mains bougeaient nerveusement sur le drap de l'hôpital, ce qui éveilla ses soupçons. Le docteur avait dit que ce n'était que du stress, mais son instinct lui disait qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'il ne le paraissait. « Margaret, appela-t-il doucement, nous devons parler de ce qui s'est passé. » La façon dont elle tendit les épaules en entendant ces mots ne passa pas inaperçue. Dès que le docteur et les infirmières quittèrent la pièce, un lourd silence s'installa entre Richard et Margaret. Elle s'ajusta dans le lit d'hôpital, ses mains lissant nerveusement le drap blanc tandis qu'il la regardait avec un mélange de préoccupation et de méfiance. Le docteur a dit que c'était du stress, commença Richard d'une voix douce mais ferme. Margaret força un faible sourire, évitant toujours de le regarder directement. « Ça doit être toute cette organisation du mariage, » répondit-elle, sa voix prenant un ton qu'elle essayait de rendre insouciant. « Tu sais à quel point je suis perfectionniste avec les détails. » Richard se pencha en avant sur sa chaise, étudiant de près les réactions de sa fiancée. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une tension sous-jacente qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Margaret, quand je suis rentré à la maison, as-tu vu quelque chose qui t'a effrayé ?» demanda-t-il prudemment, choisissant ses mots. Ses doigts arrêtèrent momentanément de jouer avec le drap et Richard remarqua un léger tremblement sur ses lèvres avant qu'elle ne réponde. « Effrayé ? Non, bien sûr que non. J'étais juste très fatiguée et inquiète pour ta disparition. Pourquoi as-tu été absent si longtemps ?» demanda Margaret, sa question étant une tentative évidente de changer le cours de la conversation. Mais Richard décida de saisir l'opportunité pour aborder la question qui comptait vraiment. « Quelque chose s'est passé hier soir. » commença-t-il, remarquant comment Margaret retenait son souffle un instant. « J'étais distrait par des messages concernant le mariage et j'ai heurté un enfant. » Le visage de Margaret pâlit de nouveau, mais elle garda sa composure. « Mon Dieu, Richard, l'enfant, il va bien ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante légèrement. « Oui, il va bien maintenant » répondit Richard, sans quitter le visage de sa fiancée des yeux. « En fait, c'est de ça que nous devons parler. Il s'appelle Michael et il m'a raconté une histoire très triste sur l'abri dont il s'est enfui. » Les mains de Margaret agrippèrent fermement le drap, ses jointures blanchissant sous la pression. « Un abri »
répéta-t-elle, sa voix semblant étrangement contrôlée. Quelle histoire triste. Mais pourquoi l'as-tu amené chez nous? La question sortit avec un ton mêlant curiosité et autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. Richard soupira profondément avant de continuer. Je ne pouvais pas le laisser retourner dans cet endroit. D'après ce qu'il m'a dit, les conditions sont terribles, les enfants meurent de faim, sont maltraités. Il fit une pause, observant Margaret mordiller sa lèvre inférieure, une habitude qu'elle ne montrait que lorsqu'elle était extrêmement nerveuse. Je pensais que peut-être nous pourrions l'aider à travers l'Institut. Vous parlez toujours du merveilleux travail qu'ils font là-bas, aidant les gens dans le besoin, poursuivit-il. Le moniteur cardiaque à côté du lit enregistra une accélération soudaine du rythme cardiaque de Margaret, mais elle se recomposa rapidement. Bien sûr, répondit-elle en forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'Institut serait parfait pour lui. Nous avons une excellente structure avec des professionnels dévoués. Ces mots semblaient répétés, comme si elle récitait un script bien mémorisé. Je peux arranger tout dès que je serai sorti d'ici. Richard remarqua à quel point ses mains tremblaient légèrement en parlant, contredisant la confiance de ses paroles. Les derniers rayons du soleil traversaient la fenêtre de l'hôpital, créant des ombres inquiétantes dans la pièce. Richard observa les ombres danser sur le visage de Margaret, soulignant la tension dans ses traits qu'elle tentait désespérément de cacher. « Es-tu sûr que tu vas bien ?» demanda-t-il en posant sa main sur les siennes. Margaret tressaillit légèrement au toucher, mais garda le sourire artificiel. « Je vais bien, chérie. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Il y a eu beaucoup d'émotions en une seule journée. » Le son du téléphone portable de Margaret brisa le silence tendu qui s'était installé dans la pièce. C'était la même personne encore, Hélène du service comptabilité. Mais avant que Richard ne puisse mentionner les appels insistants, Margaret éteignit rapidement l'appareil. « Ça ne s'arrête jamais d'appeler, même en sachant que je suis à l'hôpital, » dit-elle avec un sourire forcé, remettant le téléphone sous son oreiller. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononçait le mot « travail » qui fit froncer Richard les sourcils, une note discordante dans sa voix habituellement mélodieuse. En parlant de travail, continua-t-elle en adoptant un ton plus professionnel, je pense que je peux résoudre rapidement la situation de Michael. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bord du lit en parlant, une habitude que Richard n'avait jamais remarquée auparavant. L'Institut a des connexions avec plusieurs familles respectables qui cherchent toujours des enfants à adopter. Nous pouvons trouver un foyer parfait pour lui en quelques jours. La rapidité avec laquelle elle présenta la solution, l'anxiété à peine dissimulée dans sa voix, tout semblait étrangement déplacé. Richard observa comment Margaret semblait de plus en plus agitée en élaborant ses plans pour Michael, ses yeux évitant de le rencontrer, ses mains gesticulant plus que d'habitude. En fait, elle dit en se redressant sur le lit, « Je peux appeler la travailleuse sociale de l'Institut tout de suite. Plus vite nous résoudrons cela, mieux ce sera pour le garçon, n'est-ce pas ?» Son empressement à transférer Michael loin de chez elle était presque palpable, comme si chaque minute que le garçon passait sous son toit était une menace invisible. Sa nurse entra dans la pièce pour vérifier les signes vitaux de Margaret, et Richard remarqua qu'elle semblait presque soulagée par l'interruption. Alors que le professionnel faisait son travail, il réfléchit au comportement de sa fiancée. Margaret avait toujours été passionnée par son travail à l'Institut, toujours à parler de la façon dont ils aidaient les personnes dans le besoin, mais quelque chose dans son enthousiasme actuel semblait faux, presque désespéré. « Tu as raison, » dit-il quand ils furent de nouveau seuls. « L'Institut serait parfait pour Michael. Après tout, tu dis toujours qu'ils offrent les meilleures conditions pour les enfants. » Les mots de Richard semblèrent avoir un effet étrange sur Margaret. Pendant un bref instant, quelque chose passa dans ses yeux, culpabilité, peur, mais elle retrouva rapidement son masque d'efficacité professionnelle. « Exactement, » répondit-elle, sa voix prenant un ton presque mécanique. « Nous garantissons tout le soutien nécessaire, une nutrition adéquate, une éducation de qualité, des activités récréatives. » Elle continua à énumérer les avantages comme si elle faisait une présentation de vente, sa voix devenant plus aiguë à chaque mot. Le soleil s'était complètement couché et les lumières artificielles de l'hôpital projetaient des ombres inquiétantes sur le visage de Margaret alors qu'elle continuait d'élaborer ses plans. « Je peux tout organiser dès que je serai sortie d'ici », insista-t-elle, sa voix mêlant anxiété et détermination. « Nous n'avons pas besoin de déranger Madame Rosa avec un enfant à la maison, surtout si proche du mariage. » Richard hocha lentement la tête, mais son esprit enregistrait chaque petit détail du comportement de sa fiancée,
la façon dont elle évitait de mentionner le nom de Michael, comment ses mains ne restaient jamais immobiles, comment son sourire semblait de plus en plus forcé. Le téléphone de Richard vibra dans sa poche, un autre message de Madame Rosa concernant Michael. Avant qu'il ne puisse le vérifier, Margaret recommença à parler, sa voix prenant un ton presque suppliant. « Richard chéri, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je sais exactement comment aider le garçon. L'Institut se spécialise dans ce domaine. Demain, je peux commencer les procédures pour trouver une famille parfaite pour lui. » Ces mots sonnaient doux, mais il y avait une urgence sous-jacente qui ne correspondait pas à la situation. C'était comme si elle essayait de convaincre non seulement Richard, mais aussi elle-même. Au fur et à mesure que la nuit avançait, un sentiment de malaise grandissait dans la poitrine de Richard. Le comportement de Margaret, ses mots soigneusement choisis, son empressement à se débarrasser de Michael, tout cela pointait vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Quand elle ferma finalement les yeux, épuisée par la conversation, Richard prit son téléphone pour lire le message de Madame Rosa. Le texte qui apparut à l'écran fit froid dans le sang de Richard. « Monsieur Richard, Michael est très agité, il a quelque chose de très important à dire. » Le soleil se couchait déjà lorsque la voiture de Richard passa par les portes du manoir. Margaret avait insisté pour rentrer à la maison immédiatement après sa sortie de l'hôpital, affirmant qu'elle se sentirait mieux dans son propre environnement. À ses côtés, dans le siège arrière, elle gardait son dos droit et son menton levé comme pour prouver qu'elle s'était complètement remise de l'évanouissement. Cependant, ses doigts continuaient de jouer nerveusement avec la sangle de son sac, trahissant la nervosité qu'elle tentait de cacher. Le manoir était silencieux à leur entrée, leurs pas résonnant sur le sol en marbre du hall d'entrée. Madame Rosa apparut rapidement, son visage rond marqué par l'inquiétude. « Madame Margaret, merci Dieu vous êtes déjà rentrée. » Le garçon a été très calme, il a à peine rien mangé. Margaret força un sourire qui n'atteignait pas ses yeux tandis que Sagaz examinait la pièce à la recherche de Michael. Le garçon était assis sur l'un des luxueux canapés, paraissant encore plus petit et fragile parmi le mobilier imposant. Quand ses yeux croisèrent ceux de Margaret, il se recroqua immédiatement comme un oiseau effrayé. Richard ne manqua pas de remarquer la réaction du garçon, mais attribua ce comportement au traumatisme récent de l'accident. « Michael, appela-t-il doucement, comment te sens-tu » Le garçon hocha juste la tête, ses grands yeux ne quittant jamais la silhouette de Margaret. Qui maintenant se déplaçait dans la pièce avec une grâce étudiée? Il y avait quelque chose dans la façon dont le garçon la regardait, un mélange de peur et de reconnaissance, qui fit froncer légèrement les sourcils de Richard. Pour sa part, Margaret semblait faire un effort conscient pour ne pas regarder Michael directement. Le silence inconfortable fut brisé par la sonnerie du téléphone de Richard. C'était l'un de ses managers lui rappelant la réunion importante avec les investisseurs prévue pour ce soir. Margaret intervint immédiatement. « Chérie, tu ne peux pas manquer cette réunion. C'est ce projet que tu planifies depuis des mois, » annonça-t-elle avec une voix douce et concernée, mais il y avait une urgence sous-jacente dans ses mots. Richard hésita, regardant entre sa fiancée et le garçon. « Je ne sais pas si je devrais vous laisser seul si tôt après ton évanouissement, » réfléchit-il. Margaret s'approcha de Richard, posant une main délicate sur son bras. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon amour. Je vais beaucoup mieux maintenant et je peux profiter de l'occasion pour préparer une chambre confortable pour Michael. » En parlant, ses yeux clignèrent brièvement vers le garçon et, pendant un instant, quelque chose de froid et dur passa dans son regard. C'était si rapide que Richard en fut presque sûr de l'avoir imaginé. Michael, cependant, se recroquevilla davantage sur le canapé, ses petites mains serrant fermement le tissu de ses nouveaux vêtements. La tension dans l'atmosphère était presque palpable, mais Richard ne pouvait pas en comprendre l'origine. Une partie de lui voulait rester pour enquêter sur cette étrange dynamique établie entre sa fiancée et le garçon, mais la réunion était vraiment importante et Margaret semblait si désireuse d'aider. « D'accord, » concéda-t-il finalement, « mais appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. » Alors qu'il prenait sa mallette et ses clés de voiture, il ne remarqua ni le léger sourire qui se forma sur les lèvres de Margaret, ni le frisson qui parcourut le petit corps de Michael. Le bruit des pas de Richard s'éloigna dans le couloir et bientôt le bruit de la voiture partant annonça son départ. Madame Rosa s'était retirée dans la cuisine, laissant Margaret et Michael seuls dans le vaste salon. Le silence qui suivit était lourd de significations cachées. Margaret resta immobile un moment, sa posture élégante contrastant avec la tension évidente dans ses épaules. Quand elle se tourna enfin pour faire face à Michael, son visage avait complètement changé.
Le sourire doux avait disparu, remplacé par une expression qui fit froid dans le sang du garçon. « Comment ça va, Michael » demanda-t-elle, sa voix prenant un ton presque menaçant. « Si tu essaies de t'échapper, tu verras ce que cela fait d'être dans un piège. » Ses yeux scintillaient d'une cruauté glaciale. Michael trembla de la tête aux pieds. Il tenta de se lever, mais Margaret l'arrêta en posant une main sur son épaule avec suffisamment de force pour le maintenir assis. Le garçon tremblait sous son toucher, mais trouva le courage de parler. « Pourquoi madame fait-elle ça? Pourquoi traitez-vous les enfants de cette manière ?» Sa voix était faible, mais portait une accusation qui fit briller les yeux de Margaret d'une colère fulgurante. Elle se pencha plus près, son parfum coûteux devenant étouffant. « Ne fais pas semblant d'être innocent, espèce de ver insignifiant. Tu sais très bien comment fonctionne le monde, n'est-ce pas? Certaines personnes comme moi sont nées pour tout avoir et pour écraser des vermines comme toi. Les autres comme toi et tes amis pitoyables sont nés pour ramper et mendier des miettes. C'est comme ça que le monde fonctionne et ça continuera ainsi. » Son ton de voix était chargé de mépris, faisant tourner l'estomac de Michael. Le son lointain des plats dans la cuisine fit rapidement redresser Margaret, son masque de gentillesse revenant brièvement. « Allons faire une promenade jusqu'à ta nouvelle chambre », annonça-t-elle bruyamment, au cas où quelqu'un écouterait, tandis qu'elle le traînait à travers les couloirs luxueux du manoir. Elle continua de parler dans un murmure menaçant. « Sais-tu combien de vermines comme toi j'ai dû écraser pour construire tout cela ? Des années de planification, chaque détail, manipulant ces idiots, volant chaque centime de ces enfants sales, les regardant mourir de faim pendant que je construisais mon empire. Et maintenant, une petite souris insignifiante comme toi pense pouvoir détruire tout ce que j'ai conquis. » Sa voix dégoulinait de pur venin et ses yeux brillaient d'un plaisir pervers en voyant la peur sur le visage de Michael. En arrivant dans l'une des chambres d'invités, Margaret jeta pratiquement Michael à l'intérieur en refermant la porte derrière elle. La chambre était spacieuse et élégante, mais à ce moment-là, elle semblait comme une prison pour le garçon terrifié. « Tu connais l'abri, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix prenant un ton dangereusement doux. Michael hocha la tête timidement, rassemblant son courage pour répondre. « Oui, madame. Nous le visitions parfois quand il y avait des personnes importantes là-bas, mais après leur départ, tout est redevenu mauvais. Pas de nourriture correcte, pas de couverture dans le froid. » Le rire de Margaret était froid et sans humour. « Impressionnant, comme tu es observateur, Michael. Dommage que toute cette intelligence va te causer des problèmes. » Elle commença à tourner dans la pièce comme un prédateur, ses talons marquant chaque pas sur le parquet en bois. « Tu sais ce qui arrive aux enfants qui savent trop, qui posent trop de questions ?» Michael recula jusqu'à ce qu'il soit contre le mur, ses yeux grands de peur. « Je voulais juste de l'aide, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Margaret arrêta sa marche prédatrice, se tournant brusquement pour faire face à Michael. Son visage était déformé dans une expression de fureur contrôlée qui la rendait presque méconnaissable. « Écoute attentivement, espèce de rat embêtant » siffla-t-elle en s'approchant de lui. « Si tu dis un mot à Richard au sujet de l'abri, de moi, de quoi que ce soit, eh bien, disons que tes petits amis qui y sont resteront payer le prix. Compris ?» La menace flottait dans l'air comme un nuage toxique, faisant trembler encore plus Michael. Le garçon se serra contre lui-même comme s'il essayait de se protéger des mots cruels de Margaret. « Mais, Madame Rosa a dit qu'elle m'aiderait » tenta-t-il à peine audible. Le sourire qui se forma sur le visage de Margaret était une chose terrible à contempler. « Richard est un homme bon, n'est-ce pas? Si naïf, si facile à manipuler. Pourquoi penses-tu que je l'épouse? Et maintenant toi, ton petit problème ne ruinera pas tout ce que j'ai planifié. » Ces mots étaient comme du poison, détruisant tout espoir que Michael aurait pu encore avoir. Margaret marcha jusqu'au placard de la chambre, ouvrant les portes d'un geste brusque. « Nous allons faire les choses de la manière facile, » dit-elle en attrapant un manteau sombre à l'intérieur. « Tu vas mettre ça et nous allons faire une promenade tranquille jusqu'à ma voiture. » Ses mouvements étaient précis et calculés, comme si elle exécutait un plan qu'elle avait mentalement répété de nombreuses fois auparavant. Michael resta appuyé contre le mur, ses yeux suivant chacun de ses mouvements comme un animal acculé observant un prédateur. Le son du téléphone portable de Margaret coupa l'air tendu de la pièce. C'était Hélène encore, mais cette fois, elle répondit rapidement. « Tout est sous contrôle. Je ramène le problème pour que vous puissiez vous en occuper, » dit-elle d'une voix froide et professionnelle, complètement différente du ton doux qu'elle utilisait avec Richard. En raccrochant le téléphone, elle tourna son attention vers Michael. « Tes petits amis à l'abri s'inquiètent beaucoup pour toi, » dit-elle avec un sourire cruel, contredisant ses paroles. «
Allons leur rendre visite, Miss Rosa. Michael essaya de crier, mais Margaret fut plus rapide. Dans un mouvement fluide, elle couvrit la bouche du garçon avec une main tandis que l'autre serrait son bras avec assez de force pour laisser des marques. N'y pense même pas, sale vermine, murmura-t-elle à son oreille. Ouvre encore cette bouche sale et demain, tes petits amis dormiront accidentellement enfermés dans le sous-sol froid et sombre que tu connais si bien. Et cette fois, je pourrais même oublier de les nourrir pendant toute une semaine. De plus, qui penses-tu que Richard me croira ? Son fiancé adorant et sophistiqué ou une sale et menteuse rat de canalisation comme toi ? Personne ne croit les ordures comme toi, Michael. Personne ne te croira jamais. Ces mots étaient de pur poison et chaque syllabe faisait rétrécir encore plus le garçon. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Michael alors qu'il arrêtait de lutter, vaincu par la cruauté calculée de Margaret. Margaret travailla rapidement, habillant Michael dans le manteau et arrangeant ses cheveux pour qu'ils paraissent naturels. « Allons d'abord faire un tour dans la cuisine », ordonna-t-elle d'un ton faussement joyeux. « Tu vas sourire et dire à Miss Rosa que tu es très heureux parce que je vais te montrer l'institut, compris ?» Michael hocha la tête mécaniquement, son petit corps tremblant sous son toucher ferme sur son épaule. Le sourire de Margaret était glacial quand elle ajouta « Et souviens-toi, si tu essaies quelque chose, tes petits amis paieront le prix pour ta langue lâche. » Dans la cuisine, Miss Rosa s'occupait de préparer le dîner. Margaret entra avec Michael, son masque de gentillesse parfaitement en place. « Miss Rosa, je vais emmener Michael voir l'institut maintenant », annonça-t-elle joyeusement. « N'est-ce pas merveilleux, Michael ?» Le garçon força un sourire tremblant, ses mots sortant à peine audibles. « Oui, madame. » Le gouverneur sembla hésiter un instant, ses yeux bienveillants étudiant la scène devant elle. « Mais ne devrais-tu pas te reposer ? Le dîner est presque prêt, remarqua-t-il. Margaret rejeta ses inquiétudes d'un geste élégant de la main. « N'importe quoi, je me sens déjà très bien et plus vite nous résoudrons la situation de Michael, mieux ce sera pour tout le monde, n'est-ce pas ?» Sa voix était chargée de significations cachées que seul le garçon pouvait comprendre. Miss Rosa paraissait encore incertaine, mais des années de service lui avaient appris de ne pas remettre en question les décisions de son employeur. « Ne reste pas trop longtemps dehors », supplia Margaret en retournant à la préparation du dîner. La marche jusqu'au garage fut marquée par un silence intense. Margaret gardait fermement la main de Michael sur son épaule, ses doigts se serrant à chaque fois qu'il menaçait de ralentir. Sa voiture de sport était garée dans l'ombre, à l'abri des regards indiscrets du personnel. « Monte », ordonna-t-elle en ouvrant la porte passager. Michael obéit, ses jambes tremblant tellement qu'il pouvait à peine bouger. Margaret fit le tour de la voiture, ses traits se tordant en une expression de triomphe cruelle alors qu'elle démarrait le moteur. Alors que la voiture glissait silencieusement hors de la propriété, Margaret regarda le garçon recroquevillé sur le siège à côté d'elle. « Tu sais, Michael, dit-elle, sa voix prenant un ton presque contemplatif, tu aurais pu avoir une vie beaucoup plus facile si tu n'avais pas été si curieux. Maintenant, tu vas apprendre à la dure que certaines personnes ne sont pas nées pour avoir une voix. » La voiture accéléra sur la route sombre, ramenant Michael au cauchemar qu'il avait essayé d'échapper. Quelques heures plus tard, la voiture de Margaret s'arrêta devant un bâtiment gris et délabré en périphérie de la ville. L'abri qui portait un panneau fané sur sa façade avec des mots d'espoir sur la charité et l'amour était en réalité un monument à l'abandon et à la cruauté. Margaret agrippa fermement le bras de Michael, le traînant hors du véhicule. Le garçon trébucha, ses jambes engourdies par le long voyage tendu, mais elle ne ralentit pas son pas, le tirant impitoyablement sur les marches cassées de l'entrée. La nuit, une femme mince et au visage sévère nommée Alice élargit les yeux en voyant Margaret arriver avec Michael. « Madame Margaret, nous ne vous attendions pas à cette heure », sa voix tremblait légèrement alors qu'elle ouvrait la porte en fer rouillé. Le son métallique résonna dans les couloirs vides comme un cri d'avertissement. Margaret poussa Michael à l'intérieur avec une telle force qu'il tomba à genoux sur le sol sale. « Où sont les autres ?» demanda-t-elle, ses yeux scannant les environs sombres avec dédain. « Enfermés dans les dortoirs, madame », répondit Alice en regardant Michael essayer de se relever. Margaret sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. « Génial, notre petite fugueuse ici doit apprendre une leçon sur l'obéissance. » Ses talons aiguilles résonnèrent dans le couloir alors qu'elle s'approchait d'une lourde porte au bout du couloir. « Ouvrez l'aile de punition », ordonna-t-elle. « Notre petite amie va passer la nuit à nettoyer cet endroit sale et n'aura ni nourriture ni eau jusqu'à demain soir. » Michael sentit son cœur s'emballer de peur. L'aile de punition était l'endroit que tous les enfants de l'abri craignaient le plus.
Un sous-sol humide et sombre où le temps semblait s'arrêter. Alice hésita un moment, ses yeux bougeant nerveusement entre Margaret et le garçon. « Mais madame, il semble blessé par l'accident. » Margaret se retourna brusquement, ses yeux étincelants de rage froide. « Remets en question mes ordres, Alice ? Veux-tu lui tenir compagnie là-bas » demanda-t-elle. L'employé pâlit rapidement, attrapant le trousseau de clés de sa ceinture. « Non, madame, désolée madame » murmura-t-elle, ses mains tremblant en cherchant la bonne clé. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un escalier descendant dans les ténèbres. Une odeur de moisissure et de désespoir s'échappa de ce lieu, faisant instinctivement reculer Michael. Margaret le poussa vers les escaliers, sa voix dégoulinant de venin. « Descends, espèce de ver insolent, et remercie-moi d'être clémente. Demain, nous parlerons de ton avenir ici, si tu en as encore un. » Michael trébucha sur les premières marches, l'obscurité engloutissant sa petite silhouette à mesure qu'il descendait. Alice lui tendit un seau avec des produits de nettoyage, évitant de le regarder dans les yeux. Margaret observa avec satisfaction la porte se refermer. « Personne ne descendra avant demain soir », ordonna-t-elle. « Si je découvre que quelqu'un a désobéi à mes ordres, il le regrettera amèrement. » Ses yeux se fixèrent sur Alice avec une menace claire. L'employé acquiesça simplement, remettant les clés dans sa poche avec des mains tremblantes. Le son des talons de Margaret résonna de nouveau dans le couloir alors qu'elle se dirigeait vers la salle d'administration. « Hélène devrait arriver pour notre réunion », annonça-t-elle. « Je ne veux être interrompu par rien ni personne. » Dans l'obscurité du sous-sol, Michael se blottit contre le mur froid, essayant de retenir les larmes coulant sur son visage. Le seau de produits de nettoyage avait basculé à côté de lui, répandant une forte odeur de désinfectant qui ne pouvait masquer l'odeur de décomposition et de négligence dans l'endroit. À travers les planches du plancher au-dessus, il pouvait entendre les pas de Margaret qui s'éloignaient, et chaque écho semblait être une sentence de mort. « S'il vous plaît, mon Dieu, » murmura-t-il dans les ténèbres, « aidez-moi à sortir d'ici. » Le son de voix commença à filtrer à travers les planches du plancher au-dessus, attirant l'attention de Michael. Il reconnut immédiatement la voix de Margaret, maintenant dépourvue de toute trace de la douceur artificielle qu'elle utilisait devant Richard. Une seconde voix, celle d'Hélène la comptable, semblait nerveuse et agitée. Michael traîna silencieusement son corps à travers le sol humide jusqu'à ce qu'il trouve une petite ouverture entre les planches, se positionnant pour mieux entendre la conversation qui se déroulait dans le bureau au-dessus. « Les chiffres ne mentent pas, Margaret », la voix d'Hélène trembla légèrement. « Nous avons déjà détourné plus de 5 millions de l'Institut au cours des 2 dernières années. Si quelqu'un enquête plus en profondeur ?» Le rire de Margaret perça l'air comme un rasoir. « Et qui va enquêter, Richard ? Cet idiot est tellement amoureux qu'il signerait sa propre sentence de mort si je le lui demandais. En plus, demain à 15h, nous serons mariés et la moitié de tout ce qu'il possède sera légalement à moi. Personne ne trouvera rien après le mariage. Quand j'aurai accès à toutes les ressources de Richard, nous brûlerons tout, l'abri, les documents, les preuves et quiconque en sait trop. Après le mariage, nous réglerons tout. » Les mots furent prononcés avec une menace claire qui fit avaler difficilement Michael. À travers la fissure, il pouvait voir les chaussures de Margaret se déplacer dans le bureau, le son de ses talons ponctuant chaque mot comme des clous dans un cercueil. « Et maintenant, rentre chez toi et repose-toi. Demain sera un jour très spécial. À 15h, je serai Madame Coleman et tout l'empire de ce vieil imbécile sera entre mes mains. » La malveillance dans sa voix était si palpable qu'elle semblait empoisonner l'air même. Michael resta absolument immobile jusqu'à ce qu'il entende la porte du bureau se refermer et les pas s'éloigner dans le couloir. Le silence qui suivit le départ de Margaret et Hélène était lourd comme du plomb. Michael attendit quelques minutes de plus, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser. Il devait agir rapidement. Le mariage aurait lieu à 15h le lendemain après-midi et il était la seule personne qui pouvait empêcher Margaret de détruire plus de vies. En regardant autour du sous-sol sombre, ses yeux s'ajustèrent suffisamment pour identifier un vieux tuyau courant le long d'un des murs. C'était sa seule chance d'échapper. Les mains tremblantes, Michael commença à empiler quelques vieilles caisses qu'il trouva dans le sous-sol. Chaque mouvement devait être calculé, le moindre bruit pouvait alerter Alice, qui était probablement encore dans le couloir au-dessus. Le tuyau était rouillé et instable, mais pour un garçon léger comme lui, il pourrait être assez solide. « Tu peux le faire », murmura-t-il pour lui-même, commençant à grimper. « Pense aux autres enfants, tu dois les sauver. » En atteignant le plafond, Michael découvrit qu'une des planches était lâche.
Avec une extrême prudence, il la déplaça suffisamment pour créer une ouverture. Le son du métal raclant contre le bois était assourdissant à ses oreilles, mais personne ne sembla le remarquer. Émergeant dans le couloir du premier étage sombre, il se repéra rapidement. La salle d'archives était au bout du couloir, juste à côté du bureau où Margaret recevait habituellement des visiteurs importants. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le sol froid alors qu'il avançait comme une ombre dans les couloirs. La porte de la salle d'archives était verrouillée, mais Michael savait où Alice gardait la clé de secours, sous le pot de plantes flétries près de l'entrée. Des années d'observation silencieuse du personnel lui avaient appris tous les secrets de l'endroit. Avec des doigts tremblants, il récupéra la clé et ouvrit la porte. La salle d'archives sentait le vieux papier et les secrets. Michael savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. À tout moment, Alice pourrait faire sa ronde. Le coffre-fort qu'Hélène avait mentionné était partiellement caché derrière une étagère. C'était un vieux modèle avec un clavier numérique. Michael avait vu Margaret entrer le code plusieurs fois quand elle pensait que personne ne regardait. Ses mains étaient moites alors qu'il tapait les numéros, la date d'inauguration de l'Institut. Le coffre s'ouvrit avec un clic doux, révélant des piles de documents et quelques cassettes d'enregistrement. Michael commença à fouiller frénétiquement dans le contenu, ses yeux balayant les pages. Rapports financiers, faux reçus, documents avec des sommes astronomiques détournées de l'Institut et des entreprises de Richard. Il y avait aussi des cassettes qui, d'après ce qui était écrit sur les étiquettes, contenaient des enregistrements de réunions où les complots étaient discutés. Une agitation dans le couloir fit arrêter son cœur. Des pas approchaient, le son inimitable des chaussures d'Alice faisant ses rondes nocturnes. En panique, Michael attrapa autant de documents et de cassettes qu'il pouvait porter, bourrant tout dans sa chemise. Il ferma le coffre-fort et se cacha derrière un classeur juste au moment où le faisceau d'une lampe de poche traversait l'espace sous la porte. Les secondes qui suivirent semblèrent une éternité. La poignée de la porte tournait lentement et Michael retint son souffle. Par miracle, la clé qu'il avait utilisée s'était coincée dans la serrure extérieure, empêchant Alice d'utiliser la sienne. « Comme c'est étrange », murmura-t-elle, et après quelques tentatives frustrées, ses pas s'éloignèrent dans le couloir. Michael attendit que le bruit disparaisse complètement avant de bouger. Il sortit de la salle d'archives comme un chat, verrouillant la porte et remettant la clé à sa place de dissimulation. Le chemin vers la sortie arrière était le plus dangereux, il devait passer par la cuisine où le personnel se réunissait souvent la nuit, mais il n'avait pas le choix. Avec les documents pressés contre sa poitrine, chaque pas était une agonie de peur et d'espoir. La sueur coulait sur son visage alors qu'il se faufilait dans les couloirs sombres. La porte arrière était verrouillée avec un cadenas, mais Michael connaissait une autre voie, une fenêtre brisée dans la buanderie que le personnel couvrait avec une planche lâche. Il retira soigneusement la planche, sentant l'air froid de la nuit toucher son visage. La liberté était à portée de main. D'un dernier regard en arrière, il glissa par la fenêtre et atterrit sur l'herbe à l'extérieur. Il n'y avait pas de temps à perdre, le mariage aurait lieu dans quelques heures et il devait atteindre l'église avant que Margaret ne détruise plus de vie. Serrant les documents contre sa poitrine comme s'ils étaient ses possessions les plus précieuses, Michael se mit à courir dans la nuit. Ses jambes endolories, tout son corps protestait, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Les mots cruels de Margaret résonnaient dans son esprit, lui donnant la force de continuer. « Tiens bon », murmura-t-il en pensant à tous les enfants qu'il avait laissés derrière. « Je vais vous sauver, je le promets. » L'église était magnifiquement décorée pour le mariage le plus attendu de l'année. Des fleurs blanches couvraient chaque surface disponible, leurs pétales délicats contrastant avec les pensées sombres traversant l'esprit de Margaret alors qu'elle regardait son reflet dans le miroir sucré de la mariée. Son reflet montrait l'image de la mariée parfaite. La robe en dentelle française épousait ses courbes comme une seconde peau, le voile délicat encadrait son visage comme une brume éthérée. Mais ses yeux, habituellement si habiles à masquer ses véritables intentions, révélaient aujourd'hui un mélange troublant de triomphe et d'anxiété. 10 minutes, annonça Madame Margaret, l'un des organisateurs, en passant la tête par la porte. Margaret rejeta la femme d'un geste impatient, retournant à l'examen de son reflet. Dans quelques minutes, son plan entier atteindrait son apogée. Il ne s'agirait plus de petits détournements de fonds de compagnies insignifiantes, bientôt un demi-empire serait entre ses mains. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait le bouquet, non pas par nervosité à propos du mariage, mais par anticipation du pouvoir qu'elle était sur le point de conquérir. « Calme-toi », se murmura-t-elle. « Tu es venu jusqu'ici, rien ne peut mal tourner maintenant. » Le murmure des invités parvenait étouffé à travers les murs épais de l'église. Margaret pouvait imaginer toutes ces personnes riches et puissantes assises dans les bancs,
admirant la décoration pour laquelle elle avait fait payer Richard une fortune. Pauvres idiots, pensa-t-elle, tous ceux, surtout Richard avec son cœur généreux et sa confiance aveugle. C'était presque pathétique de voir à quel point il était tombé facilement dans son piège, à quel point il avait cru chaque mot doux, chaque regard aimant. Elle avait si soigneusement calculé le son de la marche nuptiale qui commençait à jouer, et Margaret sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment qu'elle avait planifié depuis si longtemps, chaque pas dans l'allée serait un pas vers le pouvoir absolu qu'elle désirait tant. Elle pensa à Michael, enfermé dans le sous-sol de l'abri, et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres pendant un instant avant qu'elle ne le remplace par l'expression sereine qu'elle avait répétée tant de fois. Bientôt, tout sera fini, pensa-t-elle, et personne ne saura jamais la vérité. Les portes de l'église s'ouvrirent, révélant l'allée centrale couverte d'un tapis rouge. Richard l'attendait à l'autel, son sourire radieux de bonheur sincère faisant ressentir à Margaret une pointe de ce qui aurait pu être de la culpabilité si elle était encore capable de ressentir une telle émotion. Mais ce sentiment fut rapidement étouffé par une vague de triomphe qui la submergea alors qu'elle commençait sa marche. Chaque pas la rapprochait de son objectif, chaque mouvement l'approchait de la victoire qu'elle avait si méticuleusement planifiée. Les invités soupiraient en la passant, admirant sa beauté, sa grâce, son sourire apparemment timide et aimant. S'ils pouvaient voir dans son esprit à cet instant, ils auraient reculé d'horreur. Margaret pensa aux millions qu'elle avait déjà détournés, aux enfants affamés de l'abri, à l'empire qu'elle était sur le point de voler, et chaque pensée ne faisait que rendre son sourire encore plus radieux. « Tu es une actrice extraordinaire », avait dit Hélène autrefois, et Margaret ne pouvait qu'être d'accord. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix solennelle résonnant dans l'église alors qu'il parlait d'amour, de confiance et de fidélité. Margaret entendait à peine les mots, concentrée uniquement sur le maintien de son masque de mariée émotionnel. Ses pensées vagabondaient vers le coffre-fort dans la salle des archives, vers les documents prouvant ses crimes. Demain, tout ne serait que cendres, ainsi que l'abri et ses petits témoins indésirables. Encore quelques minutes, pensa-t-elle, et rien ne pourra m'arrêter. C'est alors que le moment décisif arriva. Le prêtre se tourna vers elle pour lui demander si elle acceptait Richard comme son époux légitime. Margaret laissa une larme d'émotion rouler sur sa joue en répondant d'une voix claire et assurée « J'accepte ». Les mots résonnèrent dans l'église comme une sentence, portant un poids que seule elle comprenait pleinement. Le prêtre se tourna alors vers Richard, qui souriait comme un enfant le matin de Noël, et commença à lui poser la même question. Le prêtre venait à peine de poser la question à Richard lorsque les lourdes portes de l'église s'ouvrirent avec un fracas tonitruant. Le son résonna contre les murs sacrés comme un coup de tonnerre, faisant tourner tous les invités dans leurs sièges. Debout à l'entrée se trouvait Michael, ses vêtements sales et déchirés, ses pieds nus laissant des traces sur le tapis rouge, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. « Arrête le mariage », retentit sa voix enfantine claire et forte à travers l'église. « Elle ment, Margaret. » Le sang de Margaret se glaça dans ses veines. C'était impossible, il aurait dû être enfermé dans le sous-sol de l'abri, incapable d'interférer avec ses plans. Mais le voilà, serrant une grosse enveloppe de documents et quelques cassettes contre sa poitrine. Richard fit un pas en avant, confus. « Michael, que fais-tu ici » demanda-t-il. Le garçon commença à descendre l'allée centrale, ses yeux fixés sur Margaret. « Elle n'est pas celle que tu crois. Elle vole de l'argent à l'institut, maltraite les enfants de l'abri et prévoit de voler tout ce que tu possèdes. » Un murmure choqué parcourut l'église alors que Michael s'approchait de l'autel. Margaret tenta de garder son calme, forçant un sourire concerné. « Chérie, dit-elle en touchant le bras de Richard, le garçon est clairement perturbé par l'accident, nous ne pouvons rien faire. » Mais Michael l'interrompit. Sa voix tremblait de rage. « Non, assez. Je veux voir ce que l'enfant a dans les mains. » Il prit une cassette de l'enveloppe et la montra. « Tout est enregistré ici. Tout ce qu'elle a dit la nuit dernière à l'abri sur comment elle détourne de l'argent de vos entreprises, comment elle maltraite les enfants, comment elle a planifié un accident pour nous tuer après le mariage. » Le visage de Margaret perdit toute couleur. Elle reconnut la cassette, c'était l'une de celles gardées dans le coffre-fort de la salle des archives avec tous les documents prouvant ses crimes. Comment ce petit démon avait-il réussi à y accéder? Richard regarda entre sa petite accusatrice et sa fiancée, la confusion sur son visage se transformant lentement en quelque chose de plus sombre. « Margaret, dit-il, sa voix chargée de doute et de peur, de quoi parle-t-elle? » « Elle ment, s'exclama Margaret, sa voix montant d'un ton. « Elle essaie de ruiner notre moment spécial, Richard. Tu ne vas pas croire les paroles d'un garçon des rues contre moi, si ?
Mais Michael était déjà en train de remettre les documents à Richard. « Regarde les chiffres, monsieur Richard, tous les détournements, tous les faux rapports. Elle a volé des millions à toi et utilisé l'argent qui aurait dû nourrir les enfants de l'orphelinat pour acheter des bijoux et des vêtements coûteux. » Richard commença à feuilleter les documents, son visage pâlissant à chaque page. Margaret vit sa vie s'effondrer devant ses yeux alors qu'il reconnaissait sa propre signature sur les autorisations qu'elle avait manipulées, vérifiant des chiffres qui n'avaient aucun sens, dévoilant la vérité sur l'empire des mensonges qu'elle avait construit. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-il, mais sa voix portait déjà le poids de la certitude. Michael fit un autre pas en avant, sa petite silhouette tremblant d'épuisement et de détermination. « Joue la cassette », défia-t-il. Un des diacres apporta rapidement un système de son dans la salle. Le silence dans l'église était absolu alors que la cassette était placée dans l'appareil. Margaret sentit ses jambes faiblir lorsque sa propre voix commença à résonner à travers les haut-parleurs, cruelle et froide, discutant de ses plans de détournement, du meurtre des enfants, de la manipulation de Richard. Les invités commencèrent à se lever de leur siège, des expressions d'horreur et d'indignation sur leurs visages. Richard fit plusieurs pas en arrière comme si la proximité brûlait maintenant. Le bouquet de fleurs tomba de ses mains tremblantes, les roses blanches se répandant sur le sol comme des larmes. La voix de Richard était maintenant un murmure désespéré. « Je peux expliquer, mais il n'y avait aucune explication possible. » Sa propre voix sur l'enregistrement continuait de révéler chaque détail minutieux de ses crimes, détruisant chaque façade qu'elle avait si soigneusement construite. L'enregistrement continuait de résonner dans l'église, chaque mot de Margaret semblant être un clou dans son propre cercueil, sa voix froide discutant de la planification de l'incendie de l'orphelinat, riant en parlant des enfants qui allaient mourir, se vantant de comment elle avait manipulé Richard. Tout était là, exposé pour que tout le monde entende. Les invités qui, un instant auparavant, souriaient et célébraient, la regardaient maintenant avec un mélange d'horreur et de répulsion. Le voile de la mariée, qui avait autrefois semblé éthéré, pesait maintenant sur sa tête comme une couronne d'épines. « Éteins ça !» cria-t-elle, sa voix hystérique brisant le silence choqué de l'église, mais personne ne bougea pour obéir à sa demande. Richard resta immobile, tenant les documents prouvant ses crimes, son visage un masque de douleur et de trahison. « Tout ce temps, » murmura-t-il, sa voix tremblant de rage contenue, « tout ce temps, tu me volais, maltraitais des enfants innocents, complotais. » Il ne put finir la phrase, le dégoût évident dans son expression. Margaret tenta de faire un pas vers lui, mais il recula comme si elle était un serpent venimeux. Michael resta ferme à côté de l'autel, ses petits poings serrés, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de triomphe. « Elle va tuer tous les enfants de l'orphelinat, » dit-il, sa voix claire coupant l'air tendu de l'église. « Elle va faire passer ça pour un accident après avoir obtenu la moitié de la fortune de monsieur Richard. » Les mots du garçon étaient comme un déclencheur. Plusieurs invités commencèrent à se lever, certains sortant déjà leur téléphone portable pour appeler probablement la police. Margaret vit son monde s'effondrer devant ses yeux, tous ses plans méticuleux réduits en poussière. « Tu ne comprends pas », tenta-t-elle une dernière fois, sa voix presque méconnaissable. « J'ai tout fait pour nous. » Mais ces mots furent coupés par sa propre voix de l'enregistrement, décrivant froidement comment elle prévoyait de se débarrasser de lui après avoir sécurisé sa fortune. Le contraste entre ses supplications désespérées et la cruauté calculée de sa voix enregistrée était choquant. Richard secoua la tête, des larmes de colère coulant sur son visage. « Il n'y a pas de nous, Margaret. Il n'y en a jamais eu. » C'était trop pour elle à supporter, ses jambes, qui tremblaient déjà violemment, cédèrent finalement. Margaret sentit son corps basculer en arrière, le voile flottant autour d'elle comme un nuage fantomatique lors de la chute. Ses mains saisirent instinctivement l'arrangement floral sur l'autel, renversant des chandeliers et des bougies. Le fracas du métal contre le marbre du sol se mêlait aux cris des invités. La dernière chose qu'elle vit avant que sa vision ne s'obscurcisse complètement fut le visage de Michael. Il n'y avait aucun triomphe dans ses yeux, seulement une tristesse trop mature pour son âge. Margaret s'effondra au pied de l'autel dans une confusion de dentelles blanches et de fleurs éparpillées. Son rêve de pouvoir s'était transformé en un cauchemar public. Les portes de l'église s'ouvrirent et les invités commençaient déjà à partir, mais elle ne vit plus rien, plongée dans les ténèbres de sa propre défaite. Le mariage de rêve était devenu son pire cauchemar et il n'y avait plus de masque pour cacher sa vraie nature au monde. Margaret se réveilla lentement, la tête battant comme si elle avait été frappée par un marteau. La première chose qu'elle remarqua fut qu'elle était allongée sur le canapé du salon principal du manoir, toujours vêtue de sa robe de mariée maintenant froissée et tachée.
La deuxième chose qu'elle remarqua fut le silence, un silence lourd et oppressant brisé seulement par le tic-tac de l'horloge antique au mur. Puis ses yeux rencontrèrent ceux de Richard, assis dans son fauteuil préféré, la regardant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage habituellement doux. La lumière du crépuscule filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir, dessinant des ombres allongées sur les murs. Éparpillés sur la table basse se trouvaient tous les documents que Michael avait volés à l'abri, ainsi que les cassettes qui avaient détruit leur plan. Richard serrait un verre de whisky à moitié vide, ses doigts agrippant le cristal si fort que ses jointures étaient blanches. Margaret tenta de se redresser, son corps protestant à chaque mouvement. « Richard, » commença-t-elle d'une voix faible et hurlante, « je peux expliquer. » Il leva une main, la réduisant au silence d'un geste brusque, totalement différent de sa nature habituellement calme. « Mes avocats ont passé les 2 dernières heures à examiner chaque document, dit-il d'une voix contrôlée mais chargée de fureur glaciale. Chaque rapport falsifié, chaque fonds détourné, chaque centime que tu as volé, pas seulement à moi, mais à ces enfants innocents. » Richard se leva lentement de son fauteuil, posant le verre sur la table avec une délicatesse contrastant fortement avec la tempête qui faisait rage dans ses yeux. Margaret sentit un frisson de peur parcourir sa colonne vertébrale. Elle n'avait jamais vu cet homme doux montrer le moindre signe de violence, mais maintenant elle pouvait sentir quelque chose de dangereux émanant de lui. L'horloge sonna 6 heures, ses coups résonnant comme des présages de destruction dans le silence tendu de la pièce. Margaret regarda Richard s'approcher de la cheminée où des dizaines de photos des deux étaient disposées sur le manteau. Il en prit une, la première qu'ils avaient prise ensemble il y a 2 ans, lorsqu'elle avait commencé à travailler à l'Institut. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement, « ce n'est pas l'argent, ce ne sont même pas les mensonges. C'est de savoir que pendant que je planifiais notre vie ensemble, tu planifiais ma destruction. » Les derniers rayons du soleil couchant faisaient briller la bague de fiançailles au doigt de Margaret comme une accusation silencieuse. Elle tenta une dernière fois de parler. « Richard, tu ne comprends pas, j'ai tout fait pour nous avoir une meilleure vie. » Mais ces mots furent coupés par sa propre voix de l'enregistrement, décrivant froidement comment elle prévoyait de se débarrasser de lui après avoir sécurisé sa fortune. Le contraste entre ses supplications désespérées et la cruauté calculée de sa voix enregistrée était choquant. Richard secoua la tête, des larmes de colère coulant sur son visage. « Il n'y a pas de nous, Margaret. Il n'y en a jamais eu. » C'était trop pour elle à supporter, ses jambes, qui tremblaient déjà violemment, cédèrent finalement. Margaret sentit son corps basculer en arrière, le voile flottant autour d'elle comme un nuage fantomatique lors de la chute. Ses mains saisirent instinctivement l'arrangement floral sur l'autel, renversant des chandeliers et des bougies. Le fracas du métal contre le marbre du sol se mêlait aux cris des invités. La dernière chose qu'elle vit avant que sa vision ne s'obscurcisse complètement fut le visage de Michael. Il n'y avait aucun triomphe dans ses yeux, seulement une tristesse trop mature pour son âge. Margaret s'effondra au pied de l'autel dans une confusion de dentelles blanches et de fleurs éparpillées. Son rêve de pouvoir s'était transformé en un cauchemar public. Les portes de l'église s'ouvrirent et les invités commençaient déjà à partir, mais elle ne vit plus rien, plongée dans les ténèbres de sa propre défaite. Le mariage de rêve était devenu son pire cauchemar et il n'y avait plus de masque pour cacher sa vraie nature au monde. Margaret se réveilla lentement, la tête battant comme si elle avait été frappée par un marteau. La première chose qu'elle remarqua fut qu'elle était allongée sur le canapé du salon principal du manoir, toujours vêtue de sa robe de mariée maintenant froissée et tachée. La deuxième chose qu'elle remarqua fut le silence, un silence lourd et oppressant brisé seulement par le tic-tac de l'horloge antique au mur. Puis ses yeux rencontrèrent ceux de Richard, assis dans son fauteuil préféré, la regardant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage habituellement doux. La lumière du crépuscule filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir, dessinant des ombres allongées sur les murs. Éparpillés sur la table basse se trouvaient tous les documents que Michael avait volés à l'abri, ainsi que les cassettes qui avaient détruit leur plan. Richard serrait un verre de whisky à moitié vide, ses doigts agrippant le cristal si fort que ses jointures étaient blanches. Margaret tenta de se redresser, son corps protestant à chaque mouvement. « Richard, » commença-t-elle d'une voix faible et hurlante, « je peux expliquer. » Il leva une main, la réduisant au silence d'un geste brusque, totalement différent de sa nature habituellement calme. « Mes avocats ont passé les 2 dernières heures à examiner chaque document, dit-il d'une voix contrôlée mais chargée de fureur glaciale. Chaque rapport falsifié, chaque fonds détourné, chaque centime que tu as volé, pas seulement à moi, mais à ces enfants innocents. » Richard se leva lentement de son fauteuil,
posant le verre sur la table avec une délicatesse contrastant fortement avec la tempête qui faisait rage dans ses yeux. Margaret sentit un frisson de peur parcourir sa colonne vertébrale. Elle n'avait jamais vu cet homme doux montrer le moindre signe de violence, mais maintenant elle pouvait sentir quelque chose de dangereux émanant de lui. L'horloge sonna 6 heures, ses coups résonnant comme des présages de destruction dans le silence tendu de la pièce. Margaret regarda Richard s'approcher de la cheminée où des dizaines de photos des deux étaient disposées sur le manteau. Il en prit une, la première qu'ils avaient prise ensemble il y a 2 ans, lorsqu'elle avait commencé à travailler à l'Institut. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Ce n'est pas l'argent, ce ne sont même pas les mensonges. C'est de savoir que pendant que je planifiais notre vie ensemble, tu planifiais ma destruction. » Les derniers rayons du soleil couchant faisaient briller la bague de fiançailles au doigt de Margaret comme une accusation silencieuse. Elle tenta une dernière fois de parler. « Richard, tu ne comprends pas, j'ai tout fait pour nous avoir une meilleure vie. » Mais ces mots furent coupés par sa propre voix de l'enregistrement, décrivant froidement comment elle prévoyait de se débarrasser de lui après avoir sécurisé sa fortune. Le contraste entre ses supplications désespérées et la cruauté calculée de sa voix enregistrée était choquant. Richard secoua la tête, des larmes de colère coulant sur son visage. « Il n'y a pas de nous, Margaret. Il n'y en a jamais eu. » C'était trop pour elle à supporter. Ses jambes, qui tremblaient déjà violemment, cédèrent finalement. Margaret sentit son corps basculer en arrière, le voile flottant autour d'elle comme un nuage fantomatique lors de la chute. Ses mains saisirent instinctivement l'arrangement floral sur l'autel, renversant des chandeliers et des bougies. Le fracas du métal contre le marbre du sol se mêlait aux cris des invités. La dernière chose qu'elle vit avant que sa vision ne s'obscurcisse complètement fut le visage de Michael. Il n'y avait aucun triomphe dans ses yeux, seulement une tristesse trop mature pour son âge. Margaret s'effondra au pied de l'autel dans une confusion de dentelles blanches et de fleurs éparpillées. Son rêve de pouvoir s'était transformé en un cauchemar public. Les portes de l'église s'ouvrirent et les invités commençaient déjà à partir, mais elle ne vit plus rien, plongée dans les ténèbres de sa propre défaite. Le mariage de rêve était devenu son pire cauchemar et il n'y avait plus de masque pour cacher sa vraie nature au monde. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique à l'église. La justice avait enfin rattrapé Margaret. Après des semaines d'enquête méticuleuse, elle fut arrêtée dans une petite ville, toujours vêtue de sa même robe de mariée déchirée et souillée. Les preuves étaient irréfutables, les documents, les enregistrements, les témoignages des enfants et du personnel de l'abri, tout confirmait ses crimes. L'ancien abri, autrefois un lieu de cauchemar, était maintenant méconnaissable. Richard avait consacré chaque minute de son temps et une partie considérable de sa fortune à le transformer en quelque chose de totalement nouveau. Les murs gris écaillés avaient cédé la place à des couleurs vibrantes et joyeuses. Le sous-sol sombre avait été entièrement rénové et transformé en salle de jeu, et chaque chambre disposait désormais de lits confortables avec de nouvelles couvertures chaudes. Michael observait les changements avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Le garçon qui était autrefois si petit et effrayé marchait maintenant dans les couloirs de l'abri avec une confiance tranquille. Richard avait insisté pour qu'il participe à toutes les décisions concernant la rénovation, du choix des couleurs des murs au menu nutritif qui serait servi quotidiennement aux enfants. « Que penses-tu de cet espace pour la bibliothèque ?» demanda Richard en montrant une grande pièce bien éclairée. Michael sourit en se souvenant de ses rêves d'avoir des livres à lire pendant les longues nuits à l'ancien abri. « C'est parfait, » répondit-il, ses yeux brillants de larmes non versées. La transformation ne se limitait pas seulement à l'espace physique. Richard avait engagé une équipe complète de professionnels, enseignants, psychologues, médecins, nutritionnistes, tous dévoués à s'assurer que chaque enfant recevait non seulement des soins de base mais aussi l'opportunité de développer leurs talents et leurs rêves. Les autres enfants qui vivaient auparavant dans des conditions déplorables prospéraient maintenant sous les nouveaux soins. Le son des rires et des jeux résonnait dans les couloirs, remplaçant le silence oppressant qui dominait autrefois l'endroit. Pour Richard, chaque sourire d'enfant était comme un baume pour les blessures laissées par la trahison de Margaret. Il avait découvert que sa véritable vocation n'était pas simplement de faire fortune, mais d'utiliser ses ressources pour faire une différence dans la vie de ceux qui en avaient vraiment besoin. En regardant Michael aider les plus jeunes enfants avec leurs leçons, Richard sentit son cœur se gonfler d'une fierté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu as transformé ma vie autant que j'ai transformé cet endroit », dit-il au garçon un après-midi alors qu'ils partageaient un goûter dans la nouvelle cuisine. Cependant, les changements les plus significatifs se produisirent dans la relation entre Richard et Michael.
Ce qui avait commencé comme de la gratitude pour le garçon qui avait révélé la vérité sur Margaret s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Richard voyait en Michael non seulement le garçon courageux qui avait sauvé son empire, mais aussi le fils qu'il avait toujours voulu. Les visites quotidiennes à l'abri se transformèrent en dîners au manoir, sorties le week-end et longues conversations sur les rêves et les peurs. « Penses-tu qu'un jour je pourrai t'appeler papa ?» demanda Michael un soir, sa voix tremblant d'espoir. Les paroles du garçon touchèrent profondément Richard. Il avait déjà entamé le processus d'adoption des semaines auparavant, mais attendait le bon moment pour en parler. « En fait, » répondit-il en tirant une enveloppe de sa mallette, « j'ai quelque chose à te montrer. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient les papiers d'adoption déjà en phase finale d'approbation. Michael prit les documents de ses mains tremblantes, ses grands yeux parcourant les mots qui promettaient de formaliser ce que son cœur savait déjà. Il aurait enfin une famille. La nouvelle de l'adoption se répandit rapidement à travers l'abri, apportant une vague de joie et d'espoir à tous les enfants. Pour eux, voir Michael, qui avait été l'un des leurs, trouver une famille était la preuve que les miracles arrivaient. Richard profita de l'occasion pour annoncer plus de changements. L'abri serait transformé en une fondation avec des programmes de soutien à l'adoption et d'aide aux familles. Chaque enfant ici mérite une chance d'avoir ce que Michael a, déclara-t-il lors d'une réunion avec la nouvelle équipe, sa voix étranglée par l'émotion. Le déménagement de Michael au manoir fut un moment spécial. Richard avait personnellement préparé la chambre du garçon, transformant l'une des plus grandes pièces en un espace qui reflétait parfaitement les goûts et les rêves de son nouveau fils. Des étagères remplies de livres couvraient un mur entier. Richard avait remarqué comment Michael dévorait chaque histoire. Un nouveau bureau attendait les études que le garçon valorisait tant, et pour la première fois de sa vie, Michael avait un placard rempli de nouveaux vêtements, tous choisis avec soin. Miss Rosa, qui avait été un témoin silencieux de toute la transformation, souriait maintenant en voyant le manoir, autrefois si formel et froid, prendre vie avec la présence de Michael. Les couloirs qui résonnaient autrefois des talons hauts de Margaret, résonnaient maintenant des rires d'enfants et des conversations animées entre père et fils. « Vous avez l'air d'avoir 10 ans de moins, monsieur », commenta Miss Rosa à Richard un matin alors qu'elle leur servait le petit déjeuner. Richard acquiesça, réalisant à quel point la présence de Michael avait comblé un vide dans sa vie qu'il ne savait même pas qu'il existait. Les nuits au manoir, autrefois solitaires pour Richard, étaient maintenant remplies de moments précieux. Il découvrit qu'il aimait aider Michael avec ses devoirs, impressionné par l'intelligence et la détermination du garçon. Ensemble, ils développèrent de petits rituels, chocolat chaud avant le coucher, lecture d'histoires partagées, longues conversations sur la journée. « Tu sais, papa », dit Michael un soir, les mots « papa » sonnant encore nouveaux et précieux sur ses lèvres. « Avant, j'avais peur de dormir, mais maintenant je n'ai plus peur. » Richard sentit son cœur se serrer, sachant qu'il ne laisserait plus jamais son fils ressentir la peur ou la solitude. L'impact positif était visible chez les deux. Michael, qui était autrefois un garçon effrayé et méfiant, se développait maintenant en un enfant confiant et affectueux. Ses notes à l'école étaient exemplaires et ses enseignants ne tarissaient pas les éloges pour son comportement et son intelligence. Richard, d'autre part, avait trouvé un nouveau but dans la vie. Les affaires étaient toujours importantes, mais elles n'étaient plus qu'une partie de son existence. Sa véritable satisfaction venait de voir Michael grandir et se développer, ainsi que d'aider d'autres enfants à travers la fondation. Les visites régulières au refuge étaient devenues un engagement sacré pour eux deux. Michael faisait un effort pour rester en contact avec ses anciens amis, non plus en tant qu'enfant abandonné, mais en tant que personne pouvant offrir espoir et soutien. Richard observait avec fierté son fils devenir un exemple vivant que l'amour et la gentillesse pouvaient surmonter toute adversité. « Tu m'as appris plus sur l'amour et le courage que quiconque », confia Richard à Michael lors d'un de ces moments, « et tu m'as montré que la famille ne concerne pas le sang, mais le cœur. » Un an s'était écoulé depuis ce jour fatidique à l'église. Le refuge, désormais appelé la Fondation Nouvelle Aube, était devenu un modèle d'excellence dans les soins aux enfants. Les histoires de succès se multipliaient. Des dizaines d'enfants avaient trouvé des familles aimantes grâce aux nouveaux programmes mis en place par Richard. Le vieux sous-sol, autrefois un lieu de punition, était maintenant une bibliothèque confortable où Michael lisait souvent des histoires aux plus jeunes, transformant des souvenirs de douleur en moments de joie. Le manoir avait également subi une transformation complète. Les espaces autrefois remplis d'objets coûteux et impersonnels débordaient maintenant de vie et de chaleur humaine. Les photographies de Margaret avaient été remplacées par des moments précieux entre père et fils, Michael soufflant les bougies de son premier gâteau d'anniversaire dans leur nouvelle maison, les deux riant lors d'un après-midi au parc,
partageant des moments qui valaient plus que toute richesse matérielle. Richard découvrit que son cœur, autrefois blessé par la trahison, s'était guéri et s'était agrandi d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Le succès de la fondation attira l'attention des médias et d'autres institutions. Richard et Michael étaient souvent invités à partager leur histoire et à inspirer d'autres à s'impliquer dans des causes sociales. Le garçon qui à peine osait parler exprimait maintenant ses pensées avec une éloquence surprenante pour son âge, surtout lorsqu'il s'agissait de l'importance de donner une voix et une protection aux enfants vulnérables. Parfois, le héros dont nous avons besoin est en nous, disait-il lors de l'un de ses discours, faisant avaler des larmes de fierté à Richard. Les nuits de cauchemar avaient été remplacées par des rêves d'espoir. Michael avait non seulement sa propre chambre, mais un véritable foyer rempli d'amour et de sécurité. Richard, qui mesurait autrefois le succès par les chiffres de ses comptes en banque, le mesurait maintenant par les sourires de son fils et des autres enfants qu'ils aidaient. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de bien plus grand qu'une simple institution caritative. Ils avaient construit un lieu où les rêves pouvaient s'épanouir et les cœurs brisés pouvaient guérir. Lors de la fête d'inauguration de la nouvelle aile de la fondation, Richard regarda Michael jouer avec les autres enfants dans le jardin nouvellement construit. Le garçon effrayé qui était entré dans sa vie ce jour fatidique rayonnait maintenant de bonheur et de confiance. « Papa » appela Michael en courant vers lui avec un sourire radieux. « Viens voir ce que nous avons construit. » Richard se laissa guider par la petite mais ferme main de son fils, réalisant qu'au final, ce n'était pas lui qui avait sauvé Michael, mais qu'ils s'étaient sauvés mutuellement. Le coucher de soleil peignait le ciel de couleurs vibrantes, créant un décor parfait pour la fin d'une autre journée à la fondation. Les rires des enfants se mêlaient au chant des oiseaux, créant une symphonie de joie qui résonnait dans les halls rénovés. Richard serra Michael dans ses bras, ressentant la chaleur et la confiance émanant de son petit corps. « Merci, murmura-t-il, pour m'avoir appris le véritable sens de la famille. » Michael leva les yeux, ses yeux brillants d'amour et de sagesse au-delà de ses années. « Non, papa, merci de m'avoir montré que parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Les lumières de la fondation s'allumaient une à une, illuminant le chemin pour tous les enfants qui avaient encore besoin d'aide. L'empire de Richard n'était plus seulement une question d'affaires, c'était un héritage d'amour, d'espoir et de transformation. Et au centre de tout cela se trouvait Michael, le petit héros qui avait transformé une histoire de cupidité et de trahison en un conte de courage, de rédemption et du pouvoir transformateur du véritable amour. Demain sera encore meilleur, pensa Richard en regardant son fils partager des jouets avec les autres enfants, car maintenant il savait que de véritables miracles se produisaient lorsque l'on ouvrait son cœur à l'amour. La salle d'audience était bondée le jour de la condamnation. Margaret, qui autrefois éblouissait tout le monde par son élégance, portait maintenant l'uniforme orange de prison. Ses cheveux autrefois parfaitement coiffés étaient maintenant ternes et en désordre. Ses mains, qui autrefois portaient de coûteuses bagues et des ongles parfaitement manucurés, étaient maintenant menottées dans son giron. Le juge feuilletait les documents de l'affaire avec une expression sévère, chaque page révélant plus de détails sur les crimes qu'elle avait commis contre les enfants du refuge et l'empire de Richard, Margaret Blake. La voix du juge résonna dans la salle. Après un examen attentif des preuves présentées, ce tribunal vous déclare coupable de toutes les charges, détournement de fonds, abus d'enfants, tentative d'homicide prémédité, falsification de documents. La liste continuait, chaque crime étant énoncé, faisant reculer Margaret davantage dans son siège. Lorsque le juge eut finalement terminé d'énumérer ses crimes, le silence dans la salle était aussi lourd que du plomb. Margaret tenta de maintenir sa posture haute, mais ses mains tremblaient visiblement. La sentence tomba comme un marteau, 20 ans de prison, annonça le juge d'une voix empreinte de mépris, les 10 premières années étant servies sous haute sécurité. De plus, dans le cadre de votre peine, vous serez obligé d'effectuer des travaux communautaires dans des refuges publics pendant toute la durée de votre sentence. Margaret sentit son sang se glacer. Des travaux communautaires dans des refuges ? C'était comme si le destin se moquait d'elle, la forçant à servir les mêmes personnes qu'elle avait méprisées et maltraitées. Le premier jour de ces travaux communautaires arriva comme un cauchemar devenu réalité. Escortée par des gardes, Margaret fut emmenée dans l'un des plus grands refuges publics de la ville. L'odeur du désinfectant bon marché et de la nourriture institutionnelle lui heurta les narines dès qu'elle franchit les portes, lui faisant tourner l'estomac. La directrice du refuge, une femme trapue au visage sévère, l'accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bienvenue à votre nouveau travail, Madame Blake. Nous n'avons ni luxe ni privilège ici. Vous allez apprendre le véritable sens de prendre soin des enfants. »
Un uniforme de servante simple fut remis à Margaret, une chemise décolorée et un pantalon ample qui semblait avoir été porté par des centaines de personnes avant elle. « Mettez ceci », ordonna la directrice, « puis venez chercher vos fournitures de nettoyage. » Margaret tenait l'uniforme par les bouts des doigts comme s'il s'agissait de quelque chose de contaminé. « Je ne peux pas porter mes propres vêtements », demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Le rire de la directrice était froid et sans humour. « Voici, vous n'êtes plus la riche mariée qui volait des enfants innocents. Vous n'êtes plus qu'une autre criminelle payant pour ses crimes. » Le personnel du refuge, informé de son arrivée et de ses crimes, la regardait avec un mélange de mépris et de satisfaction vindicative tandis que Margaret changeait de ses vêtements de prison pour l'uniforme de servante. Ses dernières tentatives de maintenir une quelconque dignité s'effondraient lorsqu'elle fut conduite dans un placard à fournitures de nettoyage et reçut ses premières tâches. Nettoyer les salles de bain, changer les couches, laver les sols. « Commencez par les salles de bain du premier étage », instruisit la directrice, « et souvenez-vous, ici, vous apprendrez que chaque enfant que vous avez lésé est un être humain précieux, même si vous devez l'apprendre à la dure. » Le premier mois au refuge fut un exercice de déshumanisation et d'humiliation pour Margaret. Les enfants, qui avaient d'une manière ou d'une autre appris qui elle était et ce qu'elle avait fait, semblaient déterminés à rendre son travail aussi difficile que possible. Après avoir fini de nettoyer un couloir, des dizaines de petits pieds boueux y couraient délibérément. Après des heures passées à frotter les salles de bain jusqu'à ce qu'elles brillent, quelqu'un renversait toujours accidentellement un seau d'eau sale sur le sol. Ses mains, autrefois protégées par des gants en soie, étaient maintenant rugueuses et fendillées à force de contact constant avec les produits de nettoyage. Pendant les repas, sa tâche était de nettoyer les tables de la cafétéria et de ramasser la nourriture tombée par terre. Les enfants semblaient particulièrement inspirés pendant ces moments, de la bouillie renversée accidentellement, du lait versé involontairement et des biscuits écrasés sous leurs petits pieds déterminés. « Oups, désolé », disaient-ils avec des sourires qui ne cachaient pas leur satisfaction de la voir à genoux ramasser les miettes de ses propres mains. Margaret se mordait la lèvre pour ne pas pleurer amèrement, se rappelant avec amertume comment elle avait autrefois traité ces mêmes enfants lorsqu'elle était au pouvoir. La garderie était particulièrement difficile. Les bébés semblaient choisir exactement les moments où elles changeaient leurs couches pour avoir les accidents les plus désastreux. « Je crois que le petit Pedro a mangé quelque chose qui ne lui allait pas », commenta un membre du personnel avec une fausse inquiétude en remettant à Margaret un bébé particulièrement agité. Ce jour-là, l'odeur était insupportable. Lorsqu'elle parvint enfin à tout nettoyer, elle découvrit que ses ongles autrefois parfaitement manucurés étaient complètement abîmés, même à travers les gants en caoutchouc. Les nuits étaient dédiées au nettoyage intensif. Frotter les salles de bain, passer la serpillière, désinfecter les surfaces. Margaret découvrit des muscles qu'elle ne savait même pas qu'elle avait, chacun endolori de différentes manières. Une nuit, alors qu'elle frottait des taches particulièrement tenaces sur le sol de la salle de bain, elle entendit des ricanements provenant de l'embrasure de la porte. Un groupe d'enfants plus âgés la regardait travailler. « Tati », lança l'un d'eux avec une fausse douceur. « Je crois que tu as manqué un endroit là-bas. » Alors que Margaret se tournait pour regarder, une cascade de jus de raisin était délibérément renversée sur le sol qu'elle venait de nettoyer. Le personnel du refuge ne faisait rien pour arrêter les farces des enfants. En fait, Margaret les surprenait souvent en train de cacher des sourires dès que quelque chose de particulièrement humiliant lui arrivait, considérant cela comme une leçon d'humilité, lui disait la directrice un jour. Après que Margaret eût été accidentellement éclaboussée de bouillie pendant le petit déjeuner, chaque désordre que tu nettoies, chaque couche que tu changes, chaque humiliation que tu avales, ce n'est qu'une fraction de la souffrance que tu as causée à ces enfants. Ses seules pauses étaient réservées à ses propres repas, servis à une table isolée dans un coin de la cafétéria. La nourriture était la même qu'elle avait autrefois jugée trop bonne pour les enfants du refuge. Bouillie aqueuse, pain rassis, soupe insipide. Chaque bouchée était un rappel amer de sa cruauté passée. « Comment va le déjeuner ?» demanda l'une des cuisinières avec un sarcasme à peine dissimulé. « Vous pensez toujours que c'est une perte d'argent de fournir une nourriture décente pour les enfants ? » La partie la plus difficile de la journée était lorsque les parents venaient visiter ou adopter les enfants. Margaret était forcée de nettoyer la salle de visite, écoutant les rires joyeux et les conversations pendant qu'elle travaillait. Parfois, elle reconnaissait des visages de la haute société, des personnes qui la traitaient autrefois comme une égale et qui avaient assisté à son quasi-mariage. Maintenant, elle faisait semblant de ne pas la voir, détournant le regard alors qu'elle passait en traînant des seaux et des balais, son uniforme taché et ses cheveux attachés dans un filet à cheveux peu glamour.
Un après-midi, en nettoyant les fenêtres de la salle principale, Margaret vit une voiture de luxe se garer devant le refuge. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle reconnut Richard en train de descendre du véhicule, aidant Michael à en sortir. Les deux portaient des sacs de cadeaux et de jouets pour les enfants. Désespérée de ne pas être vue, Margaret tenta de se cacher derrière un rideau, mais la directrice avait d'autres plans. « Madame Blake », appela-t-elle bruyamment. « Le sol doit être nettoyé maintenant, les enfants vont avoir une fête spéciale. » Margaret sentit le sang lui quitter le visage alors qu'elle était forcée de s'agenouiller et de commencer à frotter le sol, pratiquement aux pieds de son ex-fiancé et de l'enfant qui avait ruiné ses plans. La journée se terminait toujours de la même manière humiliante. Margaret fut forcée de nettoyer les salles de bain une dernière fois avant de retourner en prison. Cette nuit particulière, alors qu'elle frottait des taches particulièrement tenaces sur le sol, ses larmes se mêlèrent à l'eau sale. Ses mains, autrefois dédiées uniquement au comptage de l'argent volé et à l'exposition de bijoux coûteux, étaient maintenant rouges et calleuses. Son reflet dans le carrelage montrait une femme méconnaissable. Il ne restait aucune trace de la élégante Margaret qui avait autrefois rêvé de devenir Madame Coleman. À sa place, il ne restait qu'une criminelle purgeant sa peine de la manière la plus dégradante possible. Les gardes qui l'escortaient de retour en prison semblaient prendre un plaisir particulier à commenter sa journée. « Comment s'est passée ta journée de travail aujourd'hui, Blake » demandait-il avec des sourires ironiques. « Combien de couches as-tu changé? Combien de vomis as-tu nettoyé ?» Margaret gardait la tête baissée, mais elle pouvait entendre les rires des autres détenus alors qu'elle passait dans le couloir de la prison. Les nouvelles de ses travaux communautaires s'étaient rapidement répandues et son humiliation quotidienne était une source d'amusement pour tout le monde. Allongée dans sa cellule la nuit, Margaret fixait le plafond taché, consciente que ce n'était que le début. Elle avait encore des années de travaux communautaires devant elle, des années d'humiliation quotidienne, des années à nettoyer la saleté qu'elle avait autrefois juré d'être au-dessus de tout contact. Le contraste entre sa vie antérieure et sa situation actuelle était comme une cruelle plaisanterie du destin. Des vêtements de créateur à un uniforme décoloré, des dîners dans des restaurants coûteux à la nourriture institutionnelle, des restes du statut d'une future riche mariée à celui d'une servante de refuge. Une vieille photo était tombée de sa poche pendant la journée, l'une des rares possessions qui lui restaient. Dans cette photo, Margaret était magnifique dans sa robe de mariée, souriant avec la confiance de quelqu'un qui croyait avoir le monde à ses pieds. Maintenant, en regardant cette image, elle reconnaissait à peine la femme sur la photographie. Ses mains tremblaient alors qu'elle déchirait la photo en petits morceaux, chaque fragment représentant un rêve brisé, une ambition frustrée, une humiliation qu'elle devrait endurer pendant des années à venir. La dernière pensée de Margaret avant de s'endormir était toujours la même, la cruelle ironie de son destin. Celle qui avait méprisé et maltraité des enfants innocents était maintenant condamnée à les servir de la manière la plus humble possible. Son monde, autrefois rempli de luxe et de pouvoir, avait été réduit à un cycle sans fin d'humiliation et de travaux dégradants. Chaque matin apportait avec lui la même routine impitoyable, se réveiller avant le lever du soleil, enfiler l'uniforme taché qui définissait désormais son existence et se préparer pour une autre journée de dégradation constante. Ce qui la tourmentait le plus n'était pas seulement les tâches physiques, si répugnantes soient-elles, mais la perte complète de son identité antérieure. Les gens qui la croisaient dans les couloirs du refuge ne voyaient plus l'élégante et puissante Margaret, mais seulement une autre criminelle purgeant sa peine, une servante dont le seul but était de nettoyer après les autres. Ses mains, autrefois symboles de raffinement avec de coûteuses bagues et des ongles parfaitement manucurés, étaient maintenant définitivement tachées par les produits de nettoyage, avec des callosités racontant l'histoire de sa chute. Chaque tache était un rappel cruel de ses crimes, chaque humiliation un paiement pour sa cruauté passée. Lorsqu'un enfant renversait accidentellement de la nourriture sur le sol qu'elle venait de nettoyer, Margaret était forcée de se souvenir combien de fois elle avait refusé de fournir des repas appropriés aux petits du refuge, combien de vomis elle avait dû nettoyer et de couches sales qu'elle avait changées. Elle se rappelait les moments où elle avait ignoré les besoins fondamentaux des enfants sous sa garde, comme si l'univers avait conçu la punition parfaite pour transformer son tourment en servitude pour ceux qu'elle avait autrefois méprisés. Le pire de tout était de savoir que c'était là son destin pour de nombreuses années à venir. Nettoyer la saleté, changer les couches, être humiliée par ceux qu'elle avait autrefois considérés comme inférieurs. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de raccourci. Chaque tentative de maintenir un semblant de sa dignité passée était méthodiquement détruite par la réalité de sa nouvelle position. Les rêves de pouvoir et de richesse qui l'avaient autrefois motivée étaient maintenant remplacés par des objectifs beaucoup plus basiques.
traverser la journée sans pleurer, endurer une autre humiliation sans s'effondrer complètement. Son empire de mensonges s'était transformé en une peine de servitude, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire d'autre que d'accepter sa nouvelle réalité. Les nuits dans sa cellule étaient remplies de souvenirs tourmentants de sa vie antérieure. Les dîners dans des restaurants coûteux, les bijoux, les robes de créateurs, le respect et l'admiration qu'elle avait autrefois commandés. Maintenant, tout ce qui restait était les taches sur son uniforme, l'odeur persistante des produits de nettoyage sur sa peau et la certitude que chaque nouveau jour apporterait de nouvelles formes d'humiliation. La partie la plus ironique était qu'après tant d'années à mépriser le travail honnête et à manipuler les autres pour son propre bénéfice, Margaret était maintenant forcée de découvrir par elle-même la valeur du travail acharné, même de la manière la plus dégradante possible. Sa maison de cartes s'était effondrée et elle était destinée à passer les prochaines années à ramasser les débris de sa propre ambition débridée, un seau de vadrouille à la fois.